Donc, bonsoir à tous, bienvenue au Moment Little Talk pour une autre semaine, en bonne compagnie. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, un Little Talk c'est quoi? C'est un espèce de petit podcast à tous les lundis soirs en bonne compagnie. On a un invité différent avec un sujet différent qui est bien souvent maîtrisé par notre invité. Et cette semaine, on a nul autre que... je vais dire Dra, parce que je sais pas si j'ai le droit de dire ton nom complet sur mon live, si tu l'acceptes ou pas. D'habitude, c'est pas vraiment un Ça me secret. dérange pas. Donc, Eric Godreau-Drapeau, connu sur le nom aussi de Dra07 sur Twitch. Petit applaudissement. Donc, Dra, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à la LCE, la Ligue des e-sports, des cyber-espoirs, dans le fond. Il était caster de League of Legends et je faisais la régie. Moi, je m'occupais des lives, donc j'étais pas directement devant la caméra, j'étais derrière. Puis on a appris à se connaître là, puis chemin faisant, on est venu. Je pense qu'on est devenus amis. Là. On se connaît bien, on travaille souvent ensemble, puis on a bien du fun. Fait que, Eric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi un peu. Est-ce que quitter sur Internet puis quitter en dehors des Internets? Ah, écoute, je ferais pas un CV de 20 ans, parce qu'évidemment, on a toute la soirée, mais pas tant que ça. Disons qu'en dehors des internets, je suis enseignant en technique de génie mécanique au Cégep Limoilou depuis 2017, gradué de génie mécanique de l'ETS en 2015. Donc, je suis littéralement prof au Cégep, c'est un peu ça le titre de l'emploi. Mais disons que sur les internets, comme tu dis, caster à la LCE depuis le mois de janvier. Mais ça fait depuis 2015 environ que je suis dans la description, surtout des courses virtuelles, donc du sim racing. Je fais du sim racing depuis 2012. Écoute, j'ai été dans des projets sur les internets depuis un méchant bout, les League Hockey Simulé depuis 2008. Je veux pas en faire un CV à n'en plus finir, mais j'ai quand même vraiment fait le tour un peu, autant en termes de gestion qu'en diffusion. On pourrait dire quasiment mis un peu de journalisme entourant ça. Donc, ouais, j'en ai fait un très bon bout au niveau des internets. Puis récemment, le casting vraiment a pris une grosse tendance dans mon horaire. Je pense que je suis le premier à dire que j'ai pas l'horaire le plus allégé sur la Terre, mais j'ai réussi quand même à vivre avec ça. C'est une passion que j'ai depuis que je vais dire, assez jeune. Je veux dire, ma mère me disait quand j'avais 3-4 ans que j'allais finir par être commentateur. Je pense qu'elle s'est pas trompée avec ça. Elle s'est peut-être trompée sur le fait que j'allais être joueur de billard, joueur de quai, mais pilote de course, celle-là, elle s'est pas trompée. Qu'est-ce qui a amené le casting? Est-ce que c'est le sim racing qui a amené le casting ou le casting qui a amené le sim racing? C'est le sim racing qui a commencé en premier, je te dirais en 2012. Avant 2012, j'étais dans les ligues de hockey simulé, donc j'étais plus gestionnaire, on va dire président de ligue, pas vraiment plus en description, mais je faisais quand même des petits articles journalistiques couvrant les équipes, les histoires courantes. Fait que, en termes de journaliste sportif, sans avoir vraiment une formation là-dedans, j'avais quand même un intérêt et une passion pour ça. Fast forward, j'ai commencé le sim racing en 2012. Un de mes bons amis qui est peut-être présent ou pas sur le chat, qui m'a initié à ça et qui a fait, on va dire, l'erreur de sa vie de m'initier à ça, parce qu'il s'est rendu compte quelques années plus tard qu'il allait finir deuxième une couple de fois de plus que moi, même si j'ai la réputation de finir deuxième en sim racing. Fait que dans le fond, ça s'est développé. Puis c'est en 2015 que l'opportunité s'est un peu présentée. J'ai joint une équipe qui était une nouvelle ligue qui débutait. Puis l'anecdote est bizarre un peu parce que c'est vraiment la façon que ça s'est passé, c'est qu'on s'est présenté à un 24 heures, un LAN 24 heures de sim racing, littéralement une course de 24 heures d'endurance. Puis il y avait un live stream, puis j'ai décidé d'aller m'asseoir là, puis de commencer à parler un peu de la course en tant que telle, comment ça se déroulait, puis les gars qui m'entendaient me regardaient avec des grands yeux comme si, voyons donc, tu fais pas ça de façon régulière, c'est intéressant que tu parles du côté technique, parce que c'est sûr que j'étais en train de finir mon baccalauréat en ingénierie, c'est sûr, en génie mécanique d'ailleurs. Donc c'est sûr que le côté technique des voitures, je les connaissais quand même très bien, toutes les physiques derrière ça. Et c'est ce qui a mené un peu à la première expérience en diffusion en ligne. C'était du sim racing, c'était en anglais, aussi surprenant que ça peut paraître. Le premier vraiment contact que j'ai eu avec ça, ça a duré à peu près. Bon, ça a duré une saison complète parce que par la suite, je suis revenu pilote pour la deuxième année, fini deuxième au championnat. Ça m'est arrivé 4 fois dans les 6 dernières années, fini deuxième dans le championnat. Rip. Mais par la suite, après cette ligue-là, j'ai retourné dans une ligue américaine, faire la diffusion pendant quelques semaines. Puis par la suite, j'ai commencé à l'été. En fait, c'est l'été dernier. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Ça fait 3-4 ans que je fais du sim racing. Ça fait depuis l'été dernier que je suis avec Olivier, les mercredis soirs, Olivier Turcotte, Sunny Frenchy avec SFTV, où est-ce qu'on fait la diffusion des courses du iRacing Challenge. J'avais la ligue estivale l'été dernier, la saison 7 à l'automne, la saison 8, la double saison, qu'on avait une saison de GT et de monoplace
à l'hiver. Puis on commence la saison 9 mercredi soir à 20h30 sur les ondes de cette TV. Fait que, disons que ta main activité de casting, c'est vraiment le sim racing? Oui, je pourrais dire que c'est là où ça a commencé. Ça s'est vraiment développé dans la dernière année. C'est sûr que le sim racing, comme je dis, j'ai commencé en 2015. C'était des petites expériences ici et là. J'ai participé à des ligues, j'ai décrit des ligues, j'ai fait des articles. Mais depuis l'an dernier, évidemment, avec les diffusions que j'avais faites avec Olivier, il y a un des amis que j'ai rencontré l'an dernier, pendant l'été, Dominique Bolduc, qui m'a un peu découvert, qui m'a offert l'opportunité d'aller être analyste pour les matchs des Marquis de Jonquière sur la route l'an dernier. Qui était une équipe de hockey, right? Ouais, la Ligue nord-américaine de hockey, donc du semi-pro, semi-professionnel, qui en a à travers le Québec, en a Rivière-du-Loup, Saint-Georges, Thetford Mines. Il était à Saint-Jérôme l'an passé, mais des mauvaises circonstances ont fait qu'ils sont rendus à Laval cette année. Et Sorel, qui sont double champion en titre, malheureusement. Mais bon, pour en revenir au sujet, c'est Dominique qui un peu. Lui, il avait un besoin, son analyste partant en congé professionnel, puis il avait besoin d'un remplaçant. J'ai un peu sauté sur l'occasion. Première fois que j'étais allé là, j'étais un peu surpris de. Je me demandais un peu qu'est-ce que j'allais faire là, mais en même temps, l'opportunité était là. Je me suis essayé, puis ça a collé, comme on dit. On a lancé une nouille au mur, puis je voulais voir si ça allait coller, mais ça a collé. Quelques mois plus tard, moi, je pensais que ça allait durer quelques mois. Je disais que j'étais en remplacement, puis finalement, ça s'est perduré. Ça a fait toute la saison. Quelques mois plus tard, ça s'est développé vers Alain Fortier, qui était le responsable des diffusions en ligne de la Ligue nord-américaine, qui m'a offert d'aller faire un match à Berlin, au New Hampshire. J'étais seul à la description. C'était la première fois de ma vie que je décrivais un match de hockey seul. C'était quand même assez impressionnant, mais ça a bien été. Puis ça a un peu ouvert la porte à aller faire des tournois Pee-Wee un peu plus tard. Moi, Pee-Wee BSR à Lévis, je l'ai fait. J'ai fait de la tombe 2B également à l'Arena. Je me souviens plus du nom de l'Arena. C'est elle qui est près de Lévis-Lauzon. Si tu pourrais me... Ah, je sais pas non plus. Je suis Lévis, mais je suis pas tant de Lévis finalement. Ah bon, mais en tout cas, tu sais de quel endroit général que je parle. J'ai fait un match à tourne 2B là qui m'a ouvert la porte pour aller faire le tournoi Pee-Wee par la suite à BSR à Bernière, Saint-Romuald. Puis ça avait bien été. Puis ça s'est un peu poursuivi, non seulement avec la LCE, j'ai appliqué et j'ai été embauché comme caster à la LCE. À la base, j'ai été embauché pour Rocket League d'ailleurs et non pour League of Legends. Un fait un peu inusité, c'est que je suis rentré à la LCE pour Rocket League, je me posais pas de questions. J'étais même pas sur l'horaire la première semaine de la Rocket League. Il y avait 5 casters, je m'en souviens, j'étais même pas à l'horaire. Puis le mardi, on arrive, on n'a personne pour caster League of Legends. Bon, je vais m'essayer. Je veux dire, j'étais là, j'avais dit que je pouvais remplacer pour League. J'avais d'ailleurs déjà décrit un match ou deux au LANUCAC, je pense en 2014, que j'avais remplacé un descripteur qui était, on va dire, qui faisait pas vraiment une super de belle job. Puis ça avait quand même été correct. Je veux dire, j'ai pas eu. C'était pas un énorme LAN à ce moment-là, le LANUCAC. Ça a quand même grossi, ça je dois l'avouer. Mais c'était ma seule expérience de League of Legends. Je me suis ennuyé là. J'ai légitimement installé le jeu dans l'après-midi parce que ça faisait au-dessus d'un an que je n'avais pas joué à la Ligue. Mais je suivais quand même la scène compétitive pro pas mal. J'ai quand même gardé une idée de la méta. Puis, premier match, je pense que j'ai jeté un peu tout le monde à terre. Ça a super bien été. Puis, ça a ouvert les portes à la Ligue. J'ai fini par faire du Hearthstone et du Rocket League à la saison 2 de la LCE. Ça s'est progressé ensuite. Dans les séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine, j'ai eu la chance d'aller faire un match seul à la description à Saint-Georges, dans la première ronde entre Saint-Georges et Rivière-du-Loup. Puis, écoute, la fin de la boucle a été assez magique. Je veux dire, je viens de Jonquière, j'ai grandi à Jonquière, j'ai fait mon cégep à Jonquière. Puis, j'ai fait 2 des 3 matchs à la maison de la finale des Marquis de Jonquière. Malheureusement, on a perdu en 6 matchs contre Sorel, mais je veux dire, j'ai quand même été. J'ai fait la 4e seule, puis la 6e, j'étais avec Dominique, où est-ce qu'on a pu fermer la boucle de la saison. De très belle façon. C'était quand même un beau petit moment. Ça avait fermé la boucle. Puis par la suite, avec la LCE, je suis rendu directeur des casters depuis cette saison-ci. Donc ça commence la semaine prochaine avec les cégeps, la première semaine. Donc je suis rendu à la direction de la Ligue au niveau des commentateurs. On amène un peu une structure différente. On amène, on va pas dire un cadre rigide, mais on va amener une mentalité différente où est-ce qu'on va vraiment encadrer un peu plus qu'est-ce qui est dit en ondes. Avoir une structure de diffusion qui est un peu plus rigide, un peu plus suivie par le groupe pour uniformiser un peu ce qui se dit. Mais en même temps, une des choses que je priorise, c'est vraiment de permettre aux casters de développer leur propre style, développer leur propre
vision, comment ils vont décrire le match. Ça, je veux absolument pas commencer à brimer ça non plus. Admettons, là, pour ceux qui sont avec nous qui savent pas c'est quoi, on emploie le terme caster, mais c'est quoi ça veut dire caster? C'est une description en temps réel? C'est un terme qui est utilisé juste dans le gaming, parce que c'est sûr que si je pense au hockey à la radio, on va parler d'un descripteur et d'un analyste. C'est deux rôles qui sont assez définis. Le descripteur qui, lui, s'occupe plus justement de l'action qui se déroule, surtout à la radio, parce qu'évidemment, les gens voient pas la partie. Ça prend quelqu'un qui décrit qu'est-ce qui se passe. Et l'analyste qui va venir enchérir un peu sur les stratégies, sur les tactiques, sur, on va dire, la viande autour de l'os, tandis que l'autre, le descripteur, lui met la table. Vraiment, il s'arrange pour que tous les ingrédients soient là sur place pour que les gens puissent non seulement suivre la rencontre, mais se sentir impliqués dans tout ça. Dans le gaming, c'est vraiment plus les termes shoutcaster et caller commentator qui sont traduits en descripteur analyste, mais c'est résumé dans le terme casters, qui vient du terme broadcasting. Dans le fond, c'est le rôle du broadcaster, c'est d'être celui qui va faire la description. Mais en anglais, surtout dans la LCS, Overwatch League, même les RLCS, les Rocket League Series, tu as souvent un shoutcaster qui est celui qui va décrire, mais en même temps, c'est lui qui va pousser le hype, c'est celui qui va donner le sentiment qu'il y a de l'intensité dans le match. Et tu as l'analyste ou le caller commentator qui, lui, va rajouter de l'information. C'est le Julien Lavoie / Moustache Molle / là, le week-end en personne de la LCE. C'est lui qui va juste amener de l'information technique à la description. Puis en même temps, c'est le rôle que je fais dans le sim racing. Étant bachelier en génie mécanique de formation, j'amène cet aspect technique-là de la conduite des voitures, de l'ajustement des différents paramètres dans le garage, qui fait en sorte que je laisse à Olivier plus la partie description. Lui, Olivier, en même temps, fait la description, fait la production. Donc, lui, il a pas mal plus sur les épaules que ce que j'ai à gérer, mais en même temps, les deux ensemble, on a une chimie depuis un an qui s'est transmise à la LHEQ, où est-ce que j'étais un peu... on va dire que j'étais un peu pris par le bras, puis t'as rempli un rôle qui était, on va dire, un intérêt commun dans ce cas-là. Où est-ce que je vais expliquer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. À la LHEQ, j'avais fait le premier tournoi avec Olivier, un des intervenants de la LCE qui m'avait amené dans la diffusion. Moi, évidemment, étant seul là-dedans, j'ai fait, je vais me prendre un allié par le bras. Je suis allé chercher Olivier, qui n'a pas été extrêmement dur à convaincre de venir m'assister là-dedans. Évidemment, ça faisait un petit peu une inversion des rôles. D'habitude, Olivier était descripteur, j'étais analyste, mais ayant déjà fait du hockey, lui est un peu nouveau à ça. On a commencé avec les rôles qu'on avait au début, j'étais descripteur, lui analyste, mais écoute, on s'est rendu avec la LHEQ, comme tu le sais, jusqu'au DreamHack, où est-ce que dans les dernières finales, on faisait période par période, on s'alternait. Olivier a eu la chance de pratiquer sur notre petite ligue de NHL 2004, la NACL, qui lui a donné la chance de prendre du galon un petit peu, prendre du vocabulaire en termes de hockey, puis j'étais pas nerveux de l'envoyer au DreamHack en description des matchs, puis ça a super bien été. Puis j'avais parlé de l'anecdote, je veux dire, nous, au deuxième tournoi, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un besoin particulier d'une personne qui serait à l'assistance de la régie, quelqu'un qui serait là pour arbitrer un peu le début des matchs, assister à la gestion de la production, mais en même temps, on voulait du contenu externe, on voulait des entrevues, on voulait un visage différent que juste les descripteurs et la partie. Puis en même temps, je sais pas, la personne à qui je parle était dans une espèce de concours pour l'Auto-Québec qui demandait de faire des entrevues. Fait que je me suis dit, 1 + 1 = 2. C'était moi. Je pense que j'étais l'heureuse élue. C'est un beau concours de circonstances qui a fait que, regarde, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 2 semaines, on s'est rendu jusqu'au DreamHack au Stade olympique. C'était une des plus belles expériences de gaming puis de description que j'ai eues. Je veux dire, aller décrire à Berlin, au New Hampshire, c'était quelque chose, mais il y avait 250 personnes dans l'aréna. Tel que tel, c'est sûr que d'écrire les matchs de la finale à Jonquière, ça a été pas mal plus émouvant pour moi, puis ça a été plus spécial aussi, là. Je veux dire, c'est quand même ma ville natale, puis l'équipe senior est là depuis 2000. Hey, mon Dieu, là, si je me trompe là-dedans, je vais me faire brasser. Fait que dis pas de chiffre, prononce-toi. Je vais dire 2008, les marquis sont revenus, mais ils ont eu le nom des marquis du Saguenay, puis le 98-3, si c'est 98-3 en 2007 ou 2008. Mais là-dessus, si je me trompe, je vais me faire incendier. Mais bon, I digress. C'est quand même une équipe que j'ai vu se développer aussi des cours des dernières années. Fait que ça a été cool vraiment de finir la saison là-dessus. Puis j'ai encore plein de beaux projets qui s'en viennent pour l'automne. Ouais! Qu'est-ce
qu'est-ce que ça prend pour être un bon caster? Mais je vais arrêter de dire caster maintenant que je sais que c'est pas le bon terme. Descripteur analyste, qu'est-ce que ça prend? Faut-tu connaître le jeu, mettons quand on parle mettons, de hockey, faut-tu connaître le jeu, faut-tu être un bon joueur pour être un bon caster? Même chose pour League, faut-tu être un bon joueur pour être un bon caster? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon descripteur analyste? Je peux te dire tout de suite qu'à League of Legends, si je commence à dire qu'il faut être un bon joueur, Julien Lavoie va me regarder en voulant rire de ma gueule. J'ai jamais dépassé bronze, silver à League of Legends, puis je considère pas que pour être descripteur, ça prend nécessairement un talent inouï au jeu. Par contre, pour être analyste, là, c'est sûr que ça dépend du niveau de jeu que tu vas décrire. Exemple, au hockey, c'est un peu différent. Où est-ce qu'au hockey, tu décris une action sportive, tu vas décrire l'action qui se passe, puis tu vas amener un petit peu de perfectionnement, tu vas amener un petit peu, comment je pourrais le dire, d'informations où est-ce que les gens qui écoutent vont un peu, pas nécessairement approuver, mais vont voir d'un certain œil différent les stratégies qui sont utilisées, puis les tactiques, puis tout ça. Fait que, pour répondre un peu plus à ta question, qu'est-ce qui fait un bon descripteur? C'est plus une question de passion, c'est une question de rigueur, une question d'arriver prêt. C'est sûr que la préparation, c'est un atout que certains ont moins. Il y en a qui sont meilleurs en improvisation, il y en a qui sont meilleurs en diction, c'est-à-dire juste dire du texte pré-mâché. Moi, personnellement, c'est pas ma force. J'ai jamais été quelqu'un qui est fort à lire du texte de façon publicitaire. Juste la vidéo promotionnelle qu'on a faite pour la SFTV, pour la Ligue de simulation, je pense que ça m'a pris 11 prises pour une vidéo qui durait 3 minutes. Fait que ça n'a jamais été ma force, mais je suis un gars assez bavard, je me connais. On dit en bon québécois, j'ai une grande gueule. Donc, juste d'être en mesure de discuter, lancer des discussions, se rendre intéressant, puis en même temps, trouver une façon d'attirer les gens vers le produit que tu essaies de vendre. Puis ça, c'est sûr qu'avec le sim racing, étant un produit qui est tellement niche, qui est tellement spécialisé, mais qui a tellement du potentiel comme sport électronique, parce que c'est le seul maudit sport électronique que tu n'auras jamais qui s'approche réellement d'un vrai sport, qui est la course automobile. Pour nous, ça a été un argument de vente qu'on a tellement poussé et essayé d'amener que ça a fait en sorte que ça a facilité la tâche de rendre ça intéressant. Au final, quelqu'un qui veut commencer dans la diffusion, qui veut commencer dans surtout la description, devrais-je dire, c'est de se trouver un peu une façon d'analyser les choses puis d'être unique. C'est-à-dire, je prends Demon, par exemple, qui est je vais dire un ancien, mais il a quand même eu une très bonne présence sur la scène de League of Legends. Demon, ça n'a jamais été le joueur le plus spectaculaire de l'histoire, ça n'a jamais été écoute, je n'ai pas ses ranks personnels, mais ce qui faisait différent, c'est qu'il amenait une passion pour le jeu que personne n'avait vu avant. Lui, c'était I do not believe. Il avait jamais. J'aurais jamais cru voir ça parce que dans ce temps-là, League of Legends était en train de devenir le e-sport. C'était 2011-2012, dans ces années-là. Je prends Deficio, qui était un autre caster de League of Legends. Lui a mis des heures et des heures à pratiquer pour dire le nom des spells. C'est-à-dire que l'ult de Warwick, c'est Infinite Duress. Fait qu'il connaissait tous les noms, lui. Oui, puis il va toutes les dire. Puis je pourrais te dire que j'en connais un qui pourrait faire exactement la même chose s'il pourrait se forcer un petit peu. Mais, I digress, c'était juste une innovation. Il a amené cette innovation-là dans un sport électronique. C'est sûr que League of Legends, dans ce qu'il était, il était en développement, ben, ça a ouvert des portes. Mais pour ceux qui sont ajoutés par la suite, c'était de se développer un style qui était attrayant pour l'auditoire, mais sans pour autant voler la vedette. Je pense à un Freak, qui est un des premiers descripteurs de League of Legends. Freak, il va prendre la place sur une diffusion, mais Freak, en même temps, il va mettre en valeur les joueurs qui sont dans la partie, puis c'est ça l'important. Je veux dire, le descripteur, c'est pas la vedette. Dans une game de hockey, Pierrot, c'est pas la vedette. La vedette, c'est Carey Price. Ouais. Maintenant, on va dire que c'est le game du Canadien, il y en a qui vont me dire que Carey Price, c'est pas la vedette. I digress. L'important de comprendre, c'est que ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les histoires qui se développent au fil de la rencontre, c'est le contenu de la rencontre, c'est l'enjeu du match. Ça, c'est une affaire que souvent, des descripteurs vont juste laisser filer, vont se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans le match. Mais tu sais, il y a un enjeu derrière cette partie-là. Oui, c'est un match de saison régulière, c'est le 10e match de la saison. Ouais, mais peut-être qu'il y a une équipe que ça fait 3 victoires de fil qui ont, ou pire encore, peut-être qu'il y a une équipe que ça fait 4 défaites de fil qui ont. Ils essayent enfin de commencer à sortir de cette torpeur-là. C'est de mettre l'emphase sur ça. Puis,
d'avoir un vocabulaire qui est varié, un vocabulaire qui est intéressant puis qui est pertinent pour le jeu que tu essaies de décrire. C'est pour ça que quand je parle de connaissances, c'est pas nécessairement d'avoir joué Diamond, d'avoir joué Platinum en haut. Pour un analyste, c'est excellent parce que c'est sûr que lui, il va être capable de sortir les nuances du niveau de difficulté des plays qui sont faits ou des jeux qui sont faits pendant la partie. Mais pour un descripteur, ben, c'est d'avoir cette rigueur-là, d'avoir cette préparation-là, d'aller chercher, puis de développer une histoire. Non seulement, c'est sûr que dans une ligue, tu as l'avantage de le faire au fil d'une saison, mais dans une partie même, ben, du début à la fin, tu essaies de garder l'auditoire engagé, tu essaies de garder un intérêt vers qu'est-ce qui se passe, ça va être quoi le prochain objectif, ça va être quoi la prochaine étape pour l'équipe qui est en déficit, ça va être quoi les pièges pour l'équipe qui est en avance, etc., etc., juste pour garder un intérêt envers la rencontre. Ouais. Parce que le jeu même attire l'auditeur, mais l'auditeur va rester parce qu'il y a du contenu intéressant à faire. Exact. J'imagine qu'un bon casteur est capable d'avoir une vue d'ensemble, de présenter les bons éléments au bon moment, puis de mettre en valeur les bonnes choses, tout en restant intéressant. C'est facile, j'imagine, de tomber. Moi, j'ai déjà entendu des casters que, genre, j'aimais pas les écouter. Ils m'endormaient littéralement. Tu sais, ben, j'arrête pas de dire caster, puis faut que j'arrête. Descripteur, analyste. J'aime ça quand les gens ont un ton de voix ou quelque chose de petit spécial, comme tu parlais du gars qui disait tous les noms de spells. C'était sa sauce, là, c'était son brand, c'était ce que lui faisait. Je trouve ça cool, puis il se démarque. Tu sais, c'est un peu comme les Twitchers en général. On dit, faut que sur Twitch, faut que tu démarques, faut que tu aies quelque chose qui te rend spécial. Ben, c'est cool pour qu'il y ait la même recette pour les casters. Genre, démarque-toi des autres si tu veux être bon. C'est un peu ça. Faut que tu trouves ta sauce. Tu sais, c'est sûr que si je prends exemple le hockey à la radio, qui est, bon, on s'entend, le sport de Québécois, fait que t'as pas vraiment 22 millions de marge de manœuvre. Si tu te mets à crier comme un imbécile, si tu te mets à pousser toutes tes calls ou ce que ta voix casse, je sais pas, moi j'ai peut-être jamais fait ça de ma vie, dans le sens que tu veux livrer un produit qui est intéressant. Mais ultimement, si tu essaies de trop en faire en même temps, ben tu vas te brûler. Tu vas brûler ton produit aussi. Je veux dire, une des choses qui est difficile, c'est que tu vas prendre l'exemple. L'exemple à suivre en radio au hockey, c'est Martin McGuire. C'est lui qui fait la diffusion des matchs du Canadien. Puis, c'est une machine. Tu peux te fermer les yeux, écouter Martin McGuire, puis tu vas voir le match sous tes yeux. C'est la beauté de la façon qu'il va décrire le match. Puis en même temps, ben, il va te réussir à te mettre pas un niveau d'angoisse, mais un niveau de stress. Quand il va dire qu'il y a un lancer qui vient de se produire, il va te laisser la petite fraction de seconde avant de dire le résultat. Ouais. C'est sûr que si tu entends la foule, ben là, tu le sais qu'elle vient de rentrer. Mais tu vas quand même avoir cette petite saisie-là qui va faire hey, OK, c'est ça qui fait que tu restes engagé à écouter le match. Peu importe que tu l'écoutes ça à 20 en roulant pendant 3 heures de temps ou que tu l'écoutes dans ton salon chez vous. Et la différence majeure, c'est qu'à la radio, comme je l'ai dit tout le temps, tu n'as pas le luxe que les gens voient la partie. C'est sûr que ça te permet de tricher un petit peu une fois de temps en temps, mais en même temps, ça fait que ton contenu est vraiment ce qui se passe sur la partie. Oui. Tandis qu'à la TV ou en ligne, les gens voient ce qui se passe. Puis de prendre les gens pour des niaiseux, puis de décrire mot pour mot tout ce qui se passe, un, c'est redondant, puis deux, c'est encore pire. La personne va juste te muter, va juste fermer le son parce qu'elle va se dire descripteur, tout ce qu'il me dit en ce moment, c'est des choses que je suis capable de voir par moi-même. Maintenant, pour quelqu'un qui est moins habitué au jeu, c'est peut-être pertinent. Mais pour quelqu'un qui est un peu nouveau, qui est un peu connaisseur, ben, il va trouver ça redondant. Le connaisseur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est des stratégies, c'est des tactiques qu'il va reconnaître dans le jeu. Il va être capable de dire « Ah oui, c'est vrai, ils appliquent ça, puis ils font ça comme il faut. » Dans les équipes pro de League of Legends, c'est les rotations, c'est le map control, comment pousser ses lignes. J'essaie de franciser à League of Legends des fois, mais c'est pas facile. Pousser ses lanes. Oui. Juste garder le contrôle, le contrôle méta de la map pour une équipe pro, c'est ce qui fait la différence entre une victoire et une défaite. C'est à ce niveau-là de perfectionnement et de perfectionnisme, où est-ce qu'ils peuvent pas commettre une erreur à ce niveau-là, puis tu vas, comme descripteur, avoir beaucoup plus d'aisance à critiquer une équipe professionnelle de leurs erreurs que de le faire pour des équipes plus amateurs ou des joueurs de plus bas niveau, où est-ce que là, oui, tu vas mentionner l'erreur, mais tu pourras pas leur taper sa tête à ce point-là. Parce qu'il y a quand même une question de respect envers la qualité du jeu, puis souvent, malheureusement, ça s'est vu à plusieurs reprises, où est-ce que quand un descripteur se met littéralement à démolir une équipe, ben souvent, ça n'a pas nécessairement sa place. Ouais. Le but, c'est pas. C'est sûr que le caster non plus, c'est pas un soutien moral. Faut s'enlever ça de la tête. Souvent, puis moi, personnellement, je le fais dans des matchs beaucoup plus difficiles. Exemple, dans la LCE, il y a des équipes qui ont énormément de difficultés, c'est un bain de sang, c'est une dégelée,
C'est sûr que je vais être compatissant, puis je vais essayer d'encourager et de soulever les points qui seraient améliorés, plus que critiquer les erreurs. Mais dans le cas d'une diffusion plus professionnelle, ben, tu dois regarder une neutralité. C'est vraiment là l'important, parce que si tu te mets à soutenir l'équipe perdante, ben, tu mets moins en valeur les belles performances de l'équipe gagnante. En termes de journaliste, c'est là que c'est dangereux. Je viens encore d'avoir un don. Je m'excuse, à soir, j'entends juste dire on continue, je suis désolée. C'est rarement comme ça, mais merci encore à Samy pour le don de 10$. Il y a une bagarre dans le chat qu'on voit pas aller, mais moi je l'entends dans mes oreilles, je suis désolée. Je t'écoute de tout mon corps, ok? J'avais une question par rapport à ça, je m'excuse. Admettons, toi, en tant qu'individu, en tant que descripteur analyste, tu te vois où, mettons, dans cheminer là-dedans dans le futur? C'est quelque chose que tu veux continuer à faire à temps partiel? Quelque chose que tu aimerais peut-être gagner ta vie? C'est vraiment une passion? C'est quoi pour toi? Puis c'est où est-ce que tu dois aller là-dedans? C'est tellement une question un peu à double tranchant, dans le sens que j'ai tellement la job parfaite que j'ai toujours voulu, qui était d'être enseignant au cégep. Depuis que j'ai fait mon cégep à Jonquière, j'ai eu une inspiration qui était un de mes enseignants en technique, qui était vraiment, dire, un role model, je n'ai pas vraiment le terme français, un exemple à suivre, qui m'a donné le goût d'avoir, je vais dire, un après-carrière. Idéalement, je voulais faire 20 ans d'ingénierie, puis ensuite m'enligner vers l'enseignement. Finalement, après ma sabbatique, après mon baccalauréat, ben, je me suis rendu compte que l'opportunité était là. Je l'ai littéralement essayé. Ça a tenu, ça a collé, comme on dit, puis je suis rendu là à temps plein. Fait que, tu sais, au niveau du casting et de la description, c'est tellement traître à répondre à cette question-là, parce que c'est sûr, j'aimerais ça monter, j'aimerais ça en faire plus. Déjà, et je l'ai dit, là, un de mes objectifs dans le jeu vidéo, c'était d'aller au LAN-ETS. Avec le DreamHack, je suis pas mal sûr que j'en ai fait une coche en haut du ETS. Puis, hors de respect, j'ai été au LAN ETS à 2 reprises, j'ai étudié à l'ETS, j'adore le LAN de son organisation. J'ai que du respect pour l'organisation. C'est juste que l'opportunité s'est présentée d'aller au DreamHack, puis ça l'a accompli un peu un des objectifs que je voulais aller chercher en gaming. Maintenant, ce qui est difficile, ce qui a été dur à constater, c'est qu'au Québec, d'écrire en français, c'est quasiment une béquille, dans le sens que le e-sport, c'est anglophone. Si tu veux évoluer puis percer vers du viewership de 100 à 1000 viewers, ben, tu vas falloir que tu casses en anglais. Oui. Je suis capable de le faire. Je serais conscient que je serais capable de m'investir là-dedans, sauf qu'évidemment, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Non seulement ça prend du temps à se perfectionner dans son art, mais c'est aussi ça prend du temps pour se faire reconnaître. Déjà, en français, avec le tournoi de NHL au DreamHack, j'ai eu un peu le premier feeling d'où est-ce que là, ok, je pense que les gens apprécient qu'est-ce que je fais, il y a une qualité que j'offre dans mon produit, ben, je suis capable d'amener ça à un autre niveau, puis de perfectionner encore plus pour que les gens viennent me voir. Puis c'est un petit peu la chose qui s'est produite. Je veux dire, j'ai eu des contacts par la suite du DreamHack qui vont amener des offres pour cet automne qui encore sont dans les travaux. Là. Je vais dire qu'on travaille là-dessus, mais en même temps, je garde quand même le focus sur mon emploi de temps plein qui est d'être prof au cégep. C'est ma passion. Je veux dire, j'adore ça, enseigner. J'adore ça. Le sentiment de satisfaction d'avoir pris quelqu'un puis d'avoir donné de la connaissance, d'avoir transmis des acquis qui va faire que cette personne-là va avoir une carrière intéressante, va avoir vécu des expériences qui vont faire en sorte que dans le futur, va développer des attitudes. Parce que c'est sûr que l'école, ça, je le date du secondaire dans l'international, c'est apprendre à apprendre. Je veux dire, tu vas pas devenir machiniste avec 1000 heures de DEP. Oui, tu vas avoir les connaissances pour devenir un bon machiniste, mais tu vas l'apprendre sur le chantier avec des vrais projets concrets. En mécanique, c'est la même chose. Tu vas pas devenir concepteur, dessinateur, tu vas pas devenir technicien au cégep. Tu vas apprendre les connaissances requises, tu vas développer des attitudes d'apprentissage, puis une fois rendu sur le marché du travail, là, tu vas te spécialiser dans une branche, tu vas aller chercher la connaissance que tu as besoin pour devenir un technicien spécialisé dans le poste que l'entreprise que tu vas travailler pour va te demander d'accomplir. C'est là que tu vas avoir littéralement un véritable emploi. Là. C'est cool. Il y a plein de gens dans le chat qui aiment ça t'entendre, savoir que t'es un enseignant de cégep et qui parle comme ça de ton travail, que t'es autant passionné par ton travail, ils trouvent ça beau à voir. Puis c'est vrai que c'est beau à voir. Fait que vraiment, le casting, ça va rester juste une passion puis un à côté que tu veux perfectionner sans vraiment pousser ça pour que ça devienne un temps plein parce que t'aimes ton travail puis t'es satisfait de ça au quotidien. Pierre nous pose une excellente question. Est-ce que tu as eu un mentor, un prof, quelqu'un qui t'a donné le goût? Je pense que tu l'as nommé un peu plus tôt, ouais.
Je peux le nommer, c'est Richard Gosselin qui était le père d'une de mes bonnes amies à Jonquière, qui vraiment, c'était troisième année de cégep, première fois que je l'avais comme prof, puis je sais pas, on dirait que c'est un clic qui s'est fait que sa personnalité, pas seulement son charisme, mais sa façon de se présenter comme un enseignant, puis je vais dire un ingénieur, sachant que son rôle c'est d'être ingénieur, qui nous amenait vers un niveau supérieur, qui nous prenait comme un diamant brut, qui nous développait, justement, pas nécessairement comme un produit fini, mais nous donnait les outils pour que lorsqu'on arrive sur le marché du travail, ben, on développe ces aptitudes-là. Ça s'est transmis par la suite parce que à ma deuxième année d'université, j'ai pris des charges de travaux pratiques à l'ETS, donc j'étais chargé de travaux pratiques. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent moins un peu les TP à l'université, ben, c'est des séances de laboratoire ou d'exercices pratiques qui se donnent en parallèle à la théorie. Donc, j'étais littéralement un chargé de travaux pratiques pendant mon baccalauréat. Du premier cours que j'avais fait, je le donnais l'année d'après aux étudiants. Donc, ça s'est suivi pendant 2-3 ans. Ça a été comme été mon premier contact là, avec vraiment. C'est quand même spécial parce que j'ai commencé à enseigner à l'université, ce qui est quand même particulier. Mais c'est pas enseigner, dans le sens que j'ai pas créé le cours, j'ai pas créé de contenu. J'ai pris des exercices pratiques, puis je les ai détaillés avec la méthode de l'enseignant que j'avais appris l'année d'avant. C'est une pratique assez commune. Là. Les étudiants de maîtrise souvent vont être chargés de travaux pratiques pour payer leurs études. Tu vas avoir des étudiants qui ont bien performé dans un cours que le professeur va leur offrir des chargés de travaux pratiques. Ça fait un petit revenu sur le côté, puis en même temps, ben, c'est une expérience qui m'a permis d'ajouter ça sur le CV. Quand je suis arrivé pour appliquer pour Limoilou, ben, ça a un petit peu aidé la candidature, on va dire comme ça. Puis t'as eu sûrement une confirmation que t'aimais ça enseigner, je veux dire. Ben, chargé de cours en tout cas. Quand même, il y a un certain intérêt là-dedans, ça a dû quand même te sécuriser, non? Ouais, ben ça m'a prouvé que. C'est sûr que les premières expériences, ça n'a pas été, on va dire, ça n'a pas été facile. Je veux dire, il y a quand même une pression, surtout au niveau universitaire, c'était une grosse pression sur les épaules parce que t'as pas le droit à l'erreur. Si tu commences à faire des niaiseries en avant, puis tu commences à te tromper dans tes chiffres, puis à pas connaître ce que tu fais, ben toute ta crédibilité, bye bye, c'est terminé. Là. Je veux dire, t'as beau. Puis surtout, si t'es l'enseignant qui lit un PDF, si t'es l'enseignant qui va lire ses notes à tout bout de champ, ta crédibilité est nulle. Je veux dire, l'étudiant il va t'en regarder en voulant dire il sait juste pas de quoi il parle, puis il est là parce que je sais pas trop pour quelle raison qu'il a eu cette responsabilité-là, mais il m'amène rien. Le rôle d'enseignant, pour moi, ça a toujours été qu'à la fin du cours, tu sors de là en disant crème, me semble je suis quelqu'un de différent après ça. Pas nécessairement que j'ai acquis la totalité des connaissances et des capacités que le cours ciblait à 100%. Je veux dire, t'as du monde qui ont 100, t'as du monde qui ont 80, puis t'as du monde qui ont 60. Mais tu sors quand même de ce cours-là et du contenu que tu viens de voir avec une impression d'avoir progressé, d'avoir avancé vers quelque chose qui va te servir dans la vie. Est-ce que tous les contenus de cours sont utiles? Absolument pas. Je veux dire, tu en as des fois des contenus courts qui sont donnés parce que c'est tellement généralisé. Surtout en mécanique, c'est tellement un domaine qui est extrêmement large. Je veux dire, puis je vais inverser les rôles parce que je suis juste curieux. Si je te dis le mot mécanique, Marie-Pierre, toi, c'est quoi ça t'inspire? C'est quoi le premier réflexe que tu as de si je te dis le mot mécanique? Moi, je pense à des moteurs. Donc, moteur est une. Et voilà, c'est un stéréotype dans le sens qu'en mécanique, nous, on étudie tout ce qui est relié au mouvement. Bon, l'étude du mouvement, ceux qui sont plus connaisseurs vont me dire que c'est de la cinématique. Oui, mais tout ce qui est relié au mouvement, c'est-à-dire je peux te parler de mécanique des fluides, je peux te parler d'un écoulement d'air sur une voiture qui est de l'aérodynamique, je peux te parler d'un écoulement d'eau dans un barrage hydroélectrique qui est de l'hydrodynamique. Je peux te parler de thermodynamique, comment l'explosion chimique dans un turboréacteur va amener une énergie à une turbine qui va alimenter un compresseur qui va faire que mon turboréacteur va pousser de l'air qui va faire avancer mon avion. C'est extrêmement large comme domaine. Puis, il y a tellement de connaissances là-dedans que dans un baccalauréat, tu n'as pas le choix d'être formé comme un généraliste. Tu ne peux pas te spécialiser dans un domaine, que ce soit le transfert de chaleur, que ce soit la dynamique, que ce soit les mécanismes, que ce soit les machines. Peu importe, tu n'as juste pas assez de temps en 4 ans de baccalauréat de devenir spécialiste. Donc, tu n'as pas le choix d'être formé comme un généraliste. Puis oui, des fois, il y a des sujets, autant au cégep qu'à l'université, des fois, tu fais comme hey, ça me sert-tu quelque chose? Mais je vais le dire ouvertement, je vais me faire incendier de le dire. Mais les cours de philo que j'ai eus au cégep m'ont fait réfléchir d'une façon que je réfléchirais pas aujourd'hui. Maintenant, est-ce que j'ai dormi la moitié de mes cours de philo?
m'en cacherai pas, je n'ai dormi le coup. Mais ça veut pas dire que le contenu n'est pas pertinent. C'est juste qu'il faut l'appliquer dans un cadre où est-ce que tu vas être amené à réfléchir, tu vas être amené à avoir une pensée critique, avoir un esprit, je vais dire esprit critique parce que dans le fond, les gens qui me connaissent, je suis un chialeux de nature, mais de se former une opinion sur les faits qui sont amenés devant nous et de prendre la peine d'analyser les deux côtés de la médaille avant de s'auto-barricade et partir en peur. C'est vrai. La philo, c'est vrai que on dirait que préjugé contre ça, mais moi aussi, j'ai pas détesté ma philo, en fait. J'ai quand même aimé ça. C'est vrai que ça développe des façons de réfléchir. Puis je pense que ça dépend aussi du prof que t'as. Faut que c'est un bon prof qui va chercher, qui va chercher ton attention. Tu vas aimer une matière que tu penserais peut-être même pas aimer. Je peux te donner une anecdote. À l'université, j'avais une enseignante de finance. Puis, j'ai jamais eu vraiment de problème avec les cours de finance. Je veux dire, c'était pas ma première passion. Sauf que cette enseignante-là en particulier, que je nommerai pas, c'était une lectrice, une liseuse de PDF, 45 pages de PDF sur un cours de 3 heures. C'est plate, mais ça m'a tellement découragé de la finance que j'ai fini par le passer le cours parce que j'ai eu un autre enseignant qui a donné ce cours-là. Parce qu'évidemment, le cours avec la lectrice de PDF, ça a juste pas passé. Ouais. Je l'ai repris avec un autre enseignant qui, lui, avait une perspective différente. Il avait une autre vision de la chose. Lui était plus dans l'investissement, était plus dans le placement et des affaires comme ça, qui a fait en sorte que je suis allé chercher une espèce d'aspect différent de la finance, qui a fait ah, ok, finalement, c'est quand même assez intéressant. C'est les mêmes maudites notions, c'est les mêmes maudites formules, c'est de l'intérêt bimensuel, trimensuel, peu importe comment qui est pas incrémenté, mais je me souviens jamais du terme. Là, si un de mes amis qui est là est présent, pour lui qui a étudié là-dedans pourrait me le dire, mais comment que l'intérêt est calculé, ultimement, juste la façon que ça va être présenté, fait en sorte que j'ai retenu ces notions-là, puis je suis capable de m'en servir aujourd'hui dans un cadre où est-ce que, bon, j'ai pas des gros calculs de banque à faire, je suis pas banquier, mais en même temps, je suis capable de faire un peu, c'est ça, je suis capable de faire un peu de la gestion personnelle et aussi d'estimer certains investissements pour, mettons, si je vais acheter un composant pour un projet, je vais l'amortir sur combien de temps? Ça va me prendre combien de mois pour en revenir dans mon argent? C'est des notions de base, mais juste la façon de le présenter a fait en sorte que la deuxième fois que je me suis fait présenter, avec une approche différente, ça a rentré. Puis en tant que prof, ce qui est difficile aussi, c'est que l'approche que je vais amener, j'ai un groupe, mettons, de 14 personnes, je vais peut-être en connecter 10, j'en ai 2 qui vont s'en foutre comme dans la 40, pas parce que c'est moi qui est pas intéressant ou parce que le cours a pas du contenu intéressant, c'est parce que ultimement, c'est pas de la matière qui les intéresse. Puis j'en ai 2 pour qui ça va être le nuage, le béant total, ils vont regarder ça, puis moi je suis où en ce moment là? Littéralement, ça marche pas, ça connecte pas. Fait que c'est d'être créatif puis de trouver une façon d'aller chercher ces gens-là parce que moi, la réussite de mes 14 étudiants dans mon groupe, j'y tiens à cœur. J'en ai un qui est sur le bord de couler. C'est sûr que s'il se force pas et il se pointe pas, j'ai pas à la pêche, j'irai pas chercher quelqu'un qui veut pas passer par lui-même. Mais surtout, cégep, on les prend moins par la main un peu qu'au secondaire. Mais ultimement, j'ai quand même à cœur la réussite des jeunes puis de faire en sorte qu'ils arrivent dans l'avenir et qu'ils aient acquis les notions qu'ils ont besoin d'acquérir pour réussir à avancer. Ouais. Fait que t'es vraiment, toi, dans un mood d'enseignant que tu veux pas juste donner la réponse pour donner la réponse. Tu vas aider à comprendre. C'est genre, je sais pas comment je vais apporter mon point. Que t'es pas juste, ok, pourquoi c'est de même? Moi, j'ai déjà des profs qui m'ont répondu, parce que c'est de même. T'sais, au lieu de faire, ok, on va reprendre le problème différemment pour que tu comprennes. Tu sais, un prof qui veut juste que tu comprennes, il y a une réponse parce que c'est la réponse. Puis on dirait que c'est un peu l'espèce de mood que t'as, comme dans ton quotidien aussi, pour ce qui est de la description puis de l'analyse. C'est que tu décriras pas juste ce qui arrive là, tu vas expliquer aussi le processus puis le reste qui a fait que, ok, ils ont fait un but parce que telle personne était bien positionnée, il y avait une mauvaise défense de telle équipe. Tu sais, tu comprends? On dirait que je trouve que ton métier d'enseignant, ton espèce de prédisposition à être un peu analyste, puis le fait que tu sois caster, je sais pas, je trouve que ça te scie bien, ça fait tout. Ça fait à toi. Tu trouves pas, non? Je t'analyse. Ouais, un peu, tu sais, je veux dire, il y a quand même des parallèles qui sont, ça reste deux emplois ou deux tâches qui sont de la communication. Je veux dire, une des choses que je tiens un peu à cœur à Mordicus, c'est d'avoir une espèce de vocabulaire un peu plus varié, un peu plus enrichi
va faire en sorte que quand je vais décrire quelque chose, ben, je vais pas juste régurgiter les mêmes termes tout le temps. C'est une des choses que je me suis déjà fait reprocher, / que moi-même je me suis rendu compte, c'est que, exemple, j'allais tout le temps dire enfiler l'aiguille quand il a score un but au hockey. À un moment donné, je me suis mis à me dire, il y a d'autres façons de le dire, il y a d'autres façons de le présenter. Puis c'est un peu la même façon avec l'enseignement. Si je présente un exemple, que ce soit une formule mathématique, que ce soit une notion de conception, que ce soit un principe physique, il y a une façon de le présenter. Mais puis j'ai toujours été un grand joueur, pas un grand joueur, un grand fan d'échecs, j'ai jamais été un gros joueur, mais les Grandmasters aux échecs le disent toujours, tu as trouvé un bon move, trouve-en un autre. Tu as trouvé une façon de faire les choses, cherche-en un autre, parce qu'il en existe des tonnes. Il y a toujours une façon différente de faire les choses. C'est, je pense, une des choses qui fait que match en match, dans la description, j'ai du contenu différent. J'amène des points différents où j'analyse d'une façon un peu plus de variété. Puis en enseignement, ben, c'est ce qui fait que j'essaie d'aller connecter le plus possible avec plus de monde. Merci Julien de me rappeler que tu es le meilleur dans l'approbation. Effectivement, mon Julien, le meilleur là-dedans. Effectivement. Y a-t-il un autre mot pour dire effectivement? Et que c'est beau, effectivement. Ça je vais le raconter, je m'excuse. C'est mon talent de raconteur qui va sauter sur l'occasion pour brûler Julien un peu. Dans un des premiers matchs que j'ai décrit avec yours truly, Julien Moustache-Molle Lavoie, là, le week-end personne, mon Julien, il savait pas trop comment repartir ses phrases. La première fois qu'il castait, et sa phrase commençait tout le temps par effectivement, Dra, la façon la plus monotone de le dire. Et c'est pas nécessairement lui il a fini par s'en rendre compte par lui-même. Lui, il est venu me dire par tabarouette, j'ai tout le temps ça. Mais c'est parce que j'en ai 2-3 en arrière qui sont venus dire aussi. Hey, peut-être que tu te dis un petit peu trop souvent, mais c'est devenu un meme. Je veux dire, il y en a des tonnes et quart des memes, autant que je finis tout le temps deuxième des courses virtuelles, autant que il y a effectivement Dra, effectivement. Il y a plein de choses. C'est juste mon surnom vient d'une joke qui me suit depuis 2008 au cégep. Ouais, mais... je viens là-dessus, je sais pas... T'as pas tort. Mais en tout cas... ultimement, tu sais, j'ai perdu un peu le train d'idées que j'avais. Je veux dire, c'est d'amener une variété. C'est ça qui fait la beauté de ça. Puis oui, je vois un peu le parallèle que tu mentionnes entre l'enseignement et l'analyse. Ouais. J'aimerais ça inviter les gens sur le chat qui sont là, s'ils ont envie d'intervenir, poser des questions à notre invité par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, par rapport à peut-être ce qu'il fait dans la vie en tant qu'enseignant ou en tant que descripteur analyste sur le sim racing. Pas de problème, on est là pour répondre aux questions. En tout cas, moi je suis là pour les poser, lui pour y répondre. Je répète que on est toujours là pour... en tout cas, il est marqué casting, sim racing en bas de l'écran, mais le sujet est at large. On n'oublie pas qu'on est ici pour apprendre à connaître notre invité. Fait que n'hésitez pas à y poser des questions. Comme OK avant chaque question pendant les lives Minecraft. OK, là je repose une question. OK, là je repose une question. Ouais, j'ai cette tendance-là à faire ça. Moi, j'aimerais qu'on enligne un peu la discussion sur le e-sport parce que, ben, en tant que... On en a parlé un petit peu pendant ton cheminement plus tôt, mais tu as fait du casting pour la LCE, qui est la Ligue de cyberespoir du Québec. Puis, tu continues en tant que... comme directeur des casters, tu m'as dit? Directeur des casters. Ouais, c'est le rôle que j'ai pris à la fin de l'été, début du développement de la saison 3. Rôle qui s'est ouvert parce qu'à la fin de la saison, pendant le développement du fameux LAN de la LCA, qui n'a malheureusement pas eu lieu du côté du Collège Montmorency, j'avais un peu pris la responsabilité par intérim. Je ne vais pas mentionner les détails de cette histoire-là, mais je m'étais ramassé avec cette responsabilité-là de faire l'horaire pour les descripteurs, les casters pour... le fameux LAN, les fameuses finales de la LCE. Ça a comme été ma première expérience là-dedans. Puis étant un caster, un descripteur qui... Même moi, j'ai le réflexe de dire caster de sans qui faisait 3 jeux sur 4, ben, ça me donnait l'avantage que j'avais quand même un bon contact avec la majorité du staff au niveau de la description. Donc, je connaissais quasiment tout le monde. Et le seul jeu que je ne décris pas, c'est Overwatch. J'ai essayé de le décrire une fois, ça a duré 2 minutes pas au meet-up, mais au show match qu'on avait fait à Limoilou pour promouvoir le e-sports. Non, c'est pas mon jeu, c'est pas ma force. Ça va vite, ça va très vite. Faut que tu gères la caméra en plus. C'est juste pas un jeu que j'ai les attitudes. Puis c'est assez surprenant parce que j'en parle depuis tantôt, d'avoir du vocabulaire et tout ça. Mais c'est tellement un jeu que j'ai jamais eu la chance
de prendre en main. J'ai joué une couple de games, je suis niveau 4 Overwatch, puis je m'en vante parce que c'est littéralement le plus haut que je vais me rendre à ce jeu-là. Et c'est juste pas un jeu qui était naturel pour moi de décrire. Je veux dire, je viens un peu plus du sportif, je viens un peu plus du hockey, qui va connecter beaucoup avec un jeu comme Rocket League. C'est sûr que je décris NHL pour la LHQ depuis ça fait quasiment 6 mois d'ailleurs. J'ai commencé au mois de mars, si je me souviens bien. Ça va vite pareil. Donc c'est sûr que c'est des jeux qui sont plus faciles à connecter s'ils ont un background sportif ou une connexion envers je vais dire un vocabulaire de jeu sportif. Mais tu vas me prendre League of Legends, où est-ce que là, le vocabulaire est un peu plus varié, mais je joue à League depuis 2011 à peu près. Faudrait que Julien me le dise. J'ai commencé quoi, saison 2, saison 3, même plus que ça. Puis, dans ces eaux-là, en tout cas, ça m'échappe un petit peu. Mais c'est sûr que j'ai quand même suivi la scène professionnelle de League. J'étais un fan fini de Cloud9. Julien Lavoie est un fan fini de TSM. J'ai encore un t-shirt parce que j'ai perdu un pari parce que TSM ont reverse sweep mon Cloud9. Et pas bon. Julien Lavoie, mon maudit. Mais en tout cas, I digress. Effectivement. J'ai une autre question pour toi. Oui. Encore une fois, Pierre. Pierre, il t'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de questions pour toi. Avant de caster du sim racing, as-tu pris modèle sur les casters de vraies courses de F1? As-tu déjà eu un modèle comme dans les courses, dans les casters? C'est sûr que j'ai grandi avec la Formule 1. Je veux dire, en 97, Jacques Villeneuve a gagné le championnat du monde en Formule 1. Je sais que ben du monde vont faire Jacques Villeneuve. Ça reste que pour un enfant de 6 ans, un Canadien qui gagne le championnat du monde, entame les nationales canadiens sur le podium, c'était le fun, c'était plaisant. Fait que c'est sûr que je regarde Pierrot, je regarde Bertrand Houle, qui sont les descripteurs et analystes de la Formule 1 à RDS, au réseau des sports au Québec. Vraiment, c'est eux qui ont amené un peu le premier contact, je vais dire. C'est pas nécessairement une source d'inspiration comme la baseline, juste les bases de comment tu vas décrire une course de Formule 1, comment tu vas amener, puis je dis Formule 1, dans le sim racing, je peux décrire du NASCAR, j'ai décrit du NASCAR comme j'ai décrit du GT, de la monoplace, de l'endurance, donc j'ai vraiment fait un peu plein de disciplines. La seule que j'ai pas décrit encore, c'est de la terre battue. Puis j'ai peut-être pas assez de connaissances techniques dans ce domaine-là, c'est quand même spécial un peu de la course sur terre battue, mais c'est peut-être un des seuls avec le rallycross que j'ai pas vraiment décrit qui est offert sur le simulateur. Mais tu sais, ultimement, derrière ça, il y a quand même une préparation, il y a quand même... puis, tu sais, je vais le dire tout de suite, puis pour répondre à la question, je suis quelqu'un qui a une bonne écoute. Je veux dire, Marc Denis, à l'analyse des games de hockey à RDS, amenait, puis Marc Denis, je veux dire, pour moi qui vient de Jonquière, lui était dans les Saguenay-Chicoutimi, il a été gardien professionnel dans la Ligue nationale, mais il amenait une facette d'analyse qui était unique. Lui, souvent, il va se placer entre les deux bancs pour avoir vraiment le contact entre les deux équipes. Puis c'est un gardien. Donc, c'est sûr qu'il amenait une analyse différente des analystes précédents qui étaient plus des joueurs ou des anciens entraîneurs. Mais juste ça, ça a fait en sorte que j'ai été chercher des petits termes de vocabulaire ou des façons de transitionner. Exemple, quand Marc Denis finissait ses interventions, il rappelait soit le score de la rencontre ou le temps qui reste au cadran en telle période. Ça, ben, c'est juste une tactique que j'ai pris avec Olivier, qui est mon co-descripteur à SFTV, pour dire ben, j'ai fini mon intervention, tu peux rembarquer. Parce qu'en termes de chimie, entre deux casters ou deux descripteurs, analystes, peu importe, il faut que ça soit main dans la main parce que si tu as un des deux qui pile sur les pieds de l'autre, ça paraît. Ça fait une grosse. Ça fait une mauvaise empreinte, je trouve, sur la qualité de la diffusion. Est-ce que ça se caste en solo, ce genre d'affaire-là? Ça peut-tu se caster en solo ou faut toujours être en binôme ou c'est préférable d'être en binôme? C'est préférable d'être deux. Je veux dire, c'est sûr que ça se fait de caster solo. Je veux dire, j'ai fait des parties de la Ligue nord-américaine de hockey, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires en solo. Ce qui arrive souvent en solo, c'est que tu vas prendre des temps morts un peu plus étirés. Tu vas juste te laisser le temps de respirer un peu plus. Tu vas prendre le temps de sortir tes statistiques toi-même. Tandis qu'à deux, tu peux t'envoyer à la balle. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir les statistiques à portée de main, qui va pouvoir les sortir au moment opportun. Tu vas avoir quelqu'un avec qui lancer une discussion pour analyser. Parce que souvent, quand il se produit quelque chose sur la patinoire, mettons dans un match de hockey, ben, tu vas avoir ton opinion, ton point de vue sur ce qui vient de se passer. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose que la personne à côté de toi a vu. Une deuxième paire de yeux, souvent,
va remettre en perspective le fait que ah mais lui finalement il s'est pas fait prendre en position, c'est parce qu'il a vu le joueur foncer en fond de territoire, fait que c'est l'équipe adverse qui a bien joué là-dessus en envoyant de la pression d'un côté pour libérer de la place de l'autre bord, ce qui a fait que le tir sur réception était disponible et ça a rentré. Je veux dire, souvent avoir une deuxième paire de yeux pour un descripteur qui regarde souvent au hockey exemple où est la rondelle, au soccer il va regarder où est le ballon, ben la deuxième paire de yeux va regarder à l'arrière du jeu qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, c'est là que les petites tactiques intéressantes se passent, les petits coups de cochon se donnent. Mais être deux, c'est l'idéal. Des fois, j'ai vu des descriptions à 3 qui étaient pertinentes, mais souvent, la troisième roue va agir très peu souvent. Ou, exemple, je pense à Christian Tortora, qui était dans les puits à la Formule 1, va faire 1 ou 2 interventions par course pour dire que, OK, il y a un problème avec tel pilote, il est dans les puits, il travaille là-dessus. Des courtes interventions juste pour amener une information qui est comme en direct qui se passe là. Tandis que les deux principaux qui vont couvrir le plus d'espace, je te dirais, c'est un 70-30 descripteur analyste, même 75-25. C'est pour ça que c'est bon de travailler en binôme et que les deux soient assez fonctionnels pour faire le split comme toi et Oli vous faites. Là. Ouais, vous alternez les games quand vous êtes en mesure de le faire. Absolument. Nous, surtout en sim racing, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est Olivier qui est à la production. Donc, c'est lui qui s'occupe des caméras, des overlays, etc. Donc, Olivier va suivre l'action la plus intéressante que le simulateur va lui offrir de suivre. Mais étant un deuxième sur mon simulateur, à moi, j'ai la reprise qui joue en même temps. Ben, je suis capable d'aller voir ailleurs, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il d'autres batailles qui se déroulent en piste? Y a-t-il quelqu'un qui vient d'arrêter au puits? Y a-t-il quelque chose qui se passe en dehors du champ de vision de la caméra qu'on peut aller voir tout de suite? Hey, il vient d'avoir un accident dans tel virage. Ben, ça fait en sorte qu'on est un peu plus impliqué et qu'on suit un peu mieux l'action, même si des fois, dans la course automobile, tu as des temps morts, tu as des séquences où est-ce qu'il se passe pas grand-chose. Un match de hockey, ça peut arriver aussi des séquences où est-ce que ça va se changer à rondelle, il se passera pas grand-chose. C'est là où est-ce qu'être deux, ben, tu peux t'échanger des anecdotes, tu peux commencer à parler des prochaines choses qui arrivent, soit dans la ligue, exemple dans un jeu vidéo, les prochaines patchs, le prochain contenu, les changements qu'il y a eu sur la scène professionnelle dans le jeu ou dans une saison de hockey, les échanges qui viennent d'être faits. Donc, c'est tous des éléments, des aspects qui font en sorte que l'auditeur ne sera jamais laissé pour lui-même juste à se faire décrire le match. Il va toujours avoir un contenu supplémentaire. Question pour toi, vu que tu as casté du hockey du vrai puis du hockey électronique, as-tu une préférence entre les deux? Quelque chose qui est plus facile ou as-tu une préférence? C'est correct, ça reste entre toi puis moi puis les 30 personnes que sur le chat. Non, c'est une très bonne question, c'est pour ça. Je suis pas déçu de la question, au contraire, j'adore la question, c'est juste que c'est une question qui est difficile à répondre. Le vrai hockey, ce que j'adore, c'est sûr, ça a toujours été mon sport, j'adore le hockey. Depuis que je suis jeune, que je joue à des jeux de NHL, j'en manque. Je veux dire, ça a toujours été mon sport. Puis j'ai joué hockey sur la glace, j'ai joué au Cossum, j'ai été gardien au Cossum, j'ai été gardien sur la glace. J'ai fait le tour, littéralement. J'ai jamais été super bon, j'ai jamais été bon, je vais le dire facilement, j'ai jamais été top-notch au hockey, mais l'intérêt a toujours été là. Fait que c'est sûr que d'aller décrire des vrais matchs, ça a un attrait qui est le fun parce que t'es dans une patinoire puis t'as l'ambiance sur place. Ça, c'est vraiment le gros plus. Je veux dire, autant que je peux haïr la ville de Sorel par rivalité et non par mépris, ben c'est parce que t'as le speaker à peu près à 6 pieds à côté de toi qui te crache de la musique dans les oreilles. Mais t'as de l'ambiance dans le Colisée Cardet à Sorel, c'est ça qui est le fun. Et dans un match électronique, t'es dans ton salon, t'es dans ton... Tu sais, je veux dire, là, je suis dans mon rig de simulation avec mes 3 écrans et ma 4e en haut. Et l'ambiance, tu l'auras pas. Tu vas l'avoir sur le Twitch chat avec des pop-gems puis des kappas puis souvent des dance games ou plein d'autres emotes de monde surpris de ce qui vient de se passer. Mais ça reste qu'il y a moins cette sensation-là d'avoir une foule live, d'avoir quelqu'un qui te regarde puis d'avoir une réaction quand il se passe quelque chose. Je veux dire, une game de hockey, ça touche le poteau, tu vas entendre la foule au complet réagir. Un near miss dans une game de League of Legends, c'est à toi de donner la bougie d'allumage pour que l'audience réagisse. C'est ça qui est la beauté. Mais le défi reste quand même important. Pour NHL, ce qui est difficile, c'est la vitesse du jeu. NHL, surtout les itérations modernes, ça va très rapidement. C'est un match qui va durer une quinzaine de minutes. Ça a un peu le style de Rocket League, mais la différence de Rocket League, c'est que c'est 5 minutes, puis tu as des petites pauses à chaque fois qu'il y a un but qui se marque. Ouais. À NHL, souvent les joueurs vont sauter les reprises, donc tu n'auras pas vraiment beaucoup de temps pour respirer dans les arrêts de jeu. Ça va très vite, il y a beaucoup d'actions qui se passent, et il faut être allumé, puis il faut toujours garder un œil sur ce qui peut arriver.
un des anciens professionnels d'Overwatch me le disait, qui était Arctic, qui est un streamer que j'écoutais beaucoup, me le disait, si tu veux décrire Overwatch, chose que je suis pas capable de faire, faut que tu vois la séquence arriver, faut que tu vois le teamfight arriver avant qu'il arrive. À League of Legends, c'est un petit peu la même chose. Si tu vois l'engage qui se fait, mettons du Blitzcrank qui va chercher l'ADC en arrière, tu le sais tout de suite que le Jarvan va sauter dans le tas, que le Fiddlestick va aller brasser la soupe dans le milieu. Et tu le sais d'avance qu'est-ce qui va arriver, parce que si ça arrive pas, il y a un problème. Donc, pour NHL, ce qui est le plus difficile, c'est d'être au fin de l'action, puis c'est une expérience qui se développe. Je veux dire, c'est sûr qu'au début, je n'étais pas aussi, je vais dire, sharp que je l'étais, mais avoir fait du vrai hockey, faire en sorte que j'avais déjà le vocabulaire, j'avais déjà un peu le pace d'un match de hockey, ça a été d'aller chercher la deuxième vitesse là, pour décrire du hockey électronique, qui a été plus difficile, mais de façon générale, puis je l'ai vu avec Oli, l'évolution qu'il a faite depuis 2-3 mois, même plus que ça. C'est jour de la nuit, là, je veux dire, lui, c'est habitué d'écrire du sim racing, qui est un pace beaucoup plus smooth, beaucoup plus relaxé. Oui, il y a de l'action au début de la course, il se passe beaucoup de choses, mais après ça, sur 20-25 minutes, il se passe un ou deux dépassements, un gars qui va aller au puits, un gars qui va se planter. Il ne passe pas grand-chose, donc il faut remplir le temps, il faut aller chercher de façon de garder l'auditoire connecté. Tandis qu'à NHL, tu n'as pas à remplir le temps. Là. Tu décris, tu dis ce qui se passe, puis une fois que tu as l'occasion de jaser de ce qui vient de se passer, c'est parce qu'il y a une pause. Là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un temps mort, il y a quelque chose qui se passe, il y a un entracte parce que tu n'as pas le temps d'arrêter. C'est cool. Est-ce que je peux mettre une des vidéos que tu m'avais envoyées? Oui, pas de problème. Je les avais envoyées justement pour qu'on puisse passer du contenu un peu sur ce que je fais. On peut les mettre. Je sais pas laquelle mettre. Je pense que je vais mettre un petit peu celle du DreamHack qu'on a. Qui est quand même populaire. Attends, je recommence du début, guys. La sortie du côté Daniel Princess au centre. Mais on a de l'espace, on rentre avec Dubois du côté droit. La transition de single dans l'espace. La fin de la type. L'arrêt. Le vol de Martin Jones. Et regardez la réaction de Daniel Princess. On n'y croit pas. 2 minutes à faire en troisième période. C'est pas terminé. Il vient en zone adverse, au fond du territoire, derrière la cage. Il coule de précieuses secondes. C'est ce qu'il doit faire. Reprise Daniel Princess. 1 minute à faire. 2 buts de retard. Est-ce que c'est trop peu trop tard? On verra bien. Panarin au centre. On rentre en zone adverse. Foligno remet derrière. On a Foligno au fond du territoire. Il y a de l'espace. Quel arrêt de Jones encore une fois! Wow! Hey, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait au DreamHack. C'était fou. Le Conn Smythe! C'est littéralement un des plus beaux moments que j'ai eu dans description depuis que j'en fais. C'est dur à décrire parce que c'est le moment dans le match aussi. Il reste 2 minutes à jouer, c'est serré, c'est 3-1. C'est pas fini le game NHL tant que c'est pas fini. On a vu des remontées bien plus serrées que ça dans le passé. Puis, mettons que le premier tir rentre 3-2, la game est pas finie. Le deuxième tir rentre, c'est l'égalité, c'est 3-3. Les 2 arrêts étaient tellement spectaculaires puis clés. Puis tu sais, des arrêts NHL, c'est pas toi qui décide, c'est le gardien qui décide si ça rentre pas. Exact. C'était spectaculaire, puis c'était juste une super de belle conclusion pour la fin de semaine aussi. Je veux dire, ça a juste venu fermer la fin de semaine sur tellement de belles notes, puis je vais en garder longtemps souvenir de ce moment-là. J'avais aussi une vidéo de Chicagoland Blast Racing 2014. Tu me l'as envoyé à 3 minutes 49. C'était voulu que tu me l'envoies là? Ok, parfait. Je pars ça. Ouais, tu peux le partir en plein écran aussi. Ça, c'était ma deuxième victoire en carrière. Et avec seulement 4 tours à faire, tout semblait croire qu'on se dirigeait vers une fin de course excitante entre Éric Gaudreau-Drapeau et Alex Bergeron. Tu auras peut-être entendu le nom parce que t'en avais Et parlé. ce dernier tente encore une fois l'intérieur. Le temps battu sur Air Racing. Aujourd'hui, il a 18 ans. Il vient de s'acheter un Fire Super Sprint, donc va commencer à courser en réel. À cette époque-là, avec 14 ans, donc c'est sûr qu'il était pas à son plein potentiel. Mais j'avais réussi à y en voler une cette journée-là. Le drapeau jaune était sorti à 3 tours de la fin, j'avais été chanceux. Je m'en étais sauvé. Je me demandais pourquoi je t'entendais, puis j'entendais la vidéo aussi. J'étais comme, voyons, il commentait ça en même temps qu'il coursait, lui, là? Non, c'est des vidéos récapitulatives que Pierre Beaulieu faisait pour la Ligue. Évidemment, tu vas réaliser que le niveau de production est encore assez primitif pour les besoins de la cause. Ouais, c'est du 2014 quand même, là. Exact. Puis le simulateur, dans ce temps-là aussi, n'était pas aussi équipé en termes d'overlay, qui était synchronisé avec les détails ou le contenu du simulateur qu'on pouvait passer en direct. Fait que déjà là, qu'il avait réussi à amener ça, c'était tout qu'un... On capotait de voir ça, puis ça nous permettait de partager notre passion. Puis bon, j'avais réussi à en voler une. Je pense en Blast Racing, j'en ai gagné 6 en tout. Avant de changer de ligue, mais tu sais, je veux dire, depuis ce temps-là, j'ai été en chercher plus, mais il y a toujours le championnat qui m'échappe.
j'en ai perdu 4. J'ai fini deuxième 4 fois en 5 ans. Fait que ça va finir par arriver. Puis il me restait une dernière vidéo, c'était SFTV promo vidéo. Dans le fond, SFTV, je vais me remettre tranquillement pas vite, je vais le montrer le vidéo. Je veux juste que tu nous expliques avant. T'as un petit peu, je vais me remettre en podcast. Avant, je voudrais que tu nous expliques c'est quoi SFTV, c'est qui SFTV, c'est pourquoi SFTV, c'est quoi ça veut dire? SFTV, dans le fond, c'est la chaîne d'Olivier Turcotte, donc c'est Slaney Frenchy TV, qui est la chaîne de diffusion que Olivier servait avant pour faire les courses du iRacing Challenge, et il faisait du Slice Sim aussi. Donc, littéralement, il faisait la description et la diffusion des courses en différé par lui-même. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à SFTV? On fait, oui, encore les courses du iRacing Challenge, on fait ce qu'on appelle des faux live. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire la course en direct le dimanche soir, la course a eu lieu hier soir, par exemple, à 20h30, ben c'est parce qu'on course. Fait que ça nous donne pas trop la chance de décrire en direct. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sauvegarde la reprise dans iRacing et on la rediffuse le mercredi soir en faux live. C'est-à-dire qu'on va la décrire en direct, mais on le sait un peu qu'est-ce qui va se passer. Ça nous donne une chance de couvrir du contenu plus intéressant, mais en même temps, ça donne quand même l'impression que la course est décrite en direct. Parce qu'on ne va pas se dire d'avance qu'est-ce qu'on va dire quand il va arriver quelque chose. C'est pas scripté. Là. Il va vraiment comme si on décrivait la course en direct, même si on sait un peu qu'est-ce qui va se passer. T'sais, on le sait pour nous autres. Genre, je le sais très bien ce qui va m'arriver dans ce course-là, mais est-ce que je sais qu'est-ce qui est arrivé au gars de 15e place qui a fait un dépassement sur 3 chars dans un virage? Non. Je vais le découvrir en même temps qu'on va le voir à l'écran. C'est ça qui est la beauté de la chose. Puis ça, on le fait les mercredis soirs à 20h30 sur SFTV, c'est la chaîne YouTube. À laquelle on va voir la vidéo promo qu'on a fait pour cette saison. Puis pareillement, on fait les matchs, on est les descripteurs officiels de la LHEQ depuis le mois de mars. Et on a notre petite ligue de Nature 2004 qui est la NACL qu'on décrit également. Fait que SFTV, c'est un peu un service de caster. On peut le dire comme ça, mais c'est absolument amateur. Là. On n'a pas de contrat, on n'a pas de. On a des petites commandites qui nous viennent de la Ligue, qui nous permettent d'avoir un petit budget pour acheter de l'équipement, des affaires comme ça. Mais ultimement, SFTV, ça a toujours été pour la passion, par la passion, là, comme on dit tout le temps. Puis on fait ça pour le plaisir. On n'a pas vraiment l'intention de pousser ça plus qu'il faut. On le pousse au niveau du contenu en termes de qualité de contenu. Je veux dire, j'ai sorti des Power Rankings. Il n'y a pas plus tard qu'avant hier pour la Ligue, qui est un article journalistique que j'ai mis sur la page Facebook du iRacing Challenge, qui fait un petit peu partie de SFTV, mais en même temps, le creux de SFTV, c'est la diffusion en ligne des courses du iRacing Challenge et les petits sides qu'on va amener comme la LHEQ. Ben, c'est plus un petit side. Non, ça prend de l'ampleur. Mais mettons la NACL, on fait ça pour le plaisir, puis on dit tellement des memes, ça fait la même chose. J'aimerais ça qu'on regarde la dernière vidéo. Je vais le mettre en plein écran. Je mets ça à l'écran, guys. C'est le vidéo promotionnel de SFTV. Ça dure 33 secondes. Je vous invite à regarder ça. Les portes du Seigneur qui s'ouvrent pour la 52. Il y a le son. Est-ce que ça va être suffisant? Bienvenue sur... Je le remets, là. Je me sens trop mal, il n'y avait pas de son. Yo, il y a un carabolage au virage numéro 3. L'arrêt de Bishop avec la vitesse de déplacement. Les portes du Seigneur qui s'ouvrent pour la 52. Est-ce que ça va être suffisant? Bienvenue sur les ondes d'SFTV. C'est hot. C'est hot. C'est tout le montage, il y a beaucoup de crédits là-dedans. Ouais, il y a beaucoup de crédits là-dedans qui va Olivier, qui fait toute une job, autant au niveau du montage, de la production. C'est tout lui qui met en ondes les reportages. C'est sûr que je suis là comme descripteur, analyste, mais le gros de la job, c'est Olivier qui en fait. En même temps, c'est un travail d'équipe. Faut pas que tu donnes ce que tu fais, vous êtes deux là-dedans, puis vous venez en paire, vous faites de l'excellent travail à deux. Faut pas vous enlever ça. Non, c'est fait. Je veux dire, au niveau contenu, j'amène des idées, puis je me le cache pas d'habitude. Quand j'ai une idée, je la déclic, puis je pars avec, puis d'habitude, ça fait quelque chose de bon. 90% du temps. Je sais qu'au DreamHack, en fin de semaine, j'en ai eu 2-3 en fin de semaine. La semaine passée, j'en ai eu 2-3
J'en ai eu 2-3 des clics qui ont super de bien marché. Je pense aux questions trivia. Ça a juste de valeur que le montage a été un petit peu fait de dernière minute avec tout le stress qu'il y avait autour de ça. Fait que ça a donné ce que ça avait donné, mais juste des idées comme ça, des fois, ça fait tellement la différence. Juste d'ajouter une question qu'on pose à l'auditoire pendant un temps mort, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir un timer mort qui s'écoule, qui se passe rien, Ouais. ben là, t'as l'auditoire qui se pose la question c'était qui le joueur qui était sa couverture de NHL 2006 Et non, c'était qui Ah oui, Vincent Le Cavalier. Nous autres, on les connaît tous, mais c'est tout ça, toi. quelqu'un qui est dans l'autre. C'est tout. C'est moi qui ai fait les questions, ça aide un petit peu, mais moi, puis Pierre-Luc Dallaire, puis Olivier Turcotte, on est les trois dans l'équipe. Daladra Automobili. Daladra Turcotte Automobili pour cette saison en iRacing Challenge, mais on est trois gars qui vont toujours avoir ce qu'on appelle des soirées trivia où est-ce qu'on va juste se poser des questions. Puis des questions genre un joueur repêché en 6e ronde par les Red Wings de Détroit en 93 qui a fait 150 buts, puis on va finir par le trouver, mais c'est juste le fun de voir ou d'entendre les deux autres moineaux creuser un peu, Oui. les entendre sacrer à dire « Voyons, je le sais, mais le nom m'échappe. » L'autre va le dire avant l'autre, de l'orgueil va embarquer. Ça va être... Pierre, il te demande, comment tu fais pour casser une course en replay que tu sais que tu gagnes à la fin? C'est sûr que garder la neutralité, c'est une chose qu'on développe comme caster d'une façon ou d'une autre. Fait que moi, personnellement, tu sais, je veux dire, je l'ai décrit la saison passée à 2 reprises des courses. Puis c'est sûr que je suis analyste, fait que ça aide un petit peu. Dans le sens que si je le sais que je vais gagner, je vais laisser Olivier finir la dernière tour, mettons. Il va décrire lui seul qu'est-ce qui s'est passé, puis après, je vais embarquer. Exemple, quand c'est Olivier qui a gagné, quand j'ai dit les portes du Seigneur qui s'ouvrent pour la 52, ben c'est Olivier qui a gagné ce course-là. C'est la seule qui a gagné au iRacing Challenge, mais c'est moi qui l'ai collé, qui a fait la description du dernier tour où ce qui a été cherché à la victoire. Alors c'est sûr que ça fait un peu odieux, ça fait un peu... j'ai pas le terme exact, mais c'est spécial un peu de décrire ses propres courses. C'est sûr qu'on est nos propres critiques, puis on se manquera pas quand on fait une erreur. On trouve juste ça drôle parce que justement, maudit, comment ça se fait qu'Olivier Turcotte a encore trouvé le moyen d'échapper cette course-là, ou comment qu'Éric Godreau-Drapeau a encore réussi à finir deuxième. Mais c'est juste drôle pour nous autres. Ça fait en sorte que, oui, quand on a des bons résultats, on va se taper sur l'épaule. Mais notre objectif, ça a toujours été de se concentrer sur la totalité des pilotes, de mettre en valeur les bons résultats. Puis c'est pas juste les nôtres. Il y en a tellement des belles histoires qui s'accomplissent course après course qu'on veut plus mettre l'emphase sur ça que sur nos propres résultats personnels. C'est cool. Vous êtes quand même, le mot pas neutre, mais modeste. Ben, il y a modeste, puis je veux dire, t'as une neutralité qui vient du fait que t'es... Tu sais, ultimement, un descripteur, ça reste un journaliste. Ça reste quelqu'un qui va émettre une opinion, qui va émettre des commentaires sur des faits qui sont réalisés sous ses yeux. Fait que ça reste que t'as pas le choix de garder une certaine neutralité, autant dans les deux équipes qui sont présentes, autant que pour tous les pilotes présents. C'est que si on commence à mettre de l'emphase juste sur certains pilotes, ben, on perd le contenu de ceux-là qu'on couvre pas. Puis en même temps, les personnes qu'on couvre pas, ben, ils reviendront pas. Ils se disent, voyons, ils parlent jamais de nous autres. Mais quand on parle d'une bataille pour la 23e place, même si pour l'auditeur traditionnel, 23e, je m'en fous un peu, mais pour les gars qui sont dans la course, puis eux qui vont partager ça à leur famille, leurs proches, ben, c'est un beau petit plus qui fait qu'à la fin de la semaine, ben, il y a un petit quelque chose pour un petit bonbon qui part avec, qui fait que nous, on se sent un peu plus accompli dans ce qu'on fait. Là. C'est vrai. Je vais orienter la discussion vers un dernier point que tu m'avais demandé d'aborder parce que ça va faire bientôt 1h30 qu'on est en podcast. Puis je sais qu'après 1h30, les gens, ils m'écoutent plus d'habitude, ils me flushent. Fait que je veux pas que ça s'éternise. Même si c'est super pertinent. Quitte à en faire une deuxième édition si jamais ça intéresse les gens sur le chat, ça me dérange pas. Mais tu m'avais demandé de parler de quelque chose qui était personnel à toi, quelque chose dans ta famille. Dans le fond, t'as grandi, toi, avec une petite sœur autiste. Ouais. Puis c'est pas quelque chose que tu parles ouvertement. Moi, tu me l'as dit il y a vraiment pas longtemps, puis je me suis trouvé choyée que tu m'en parles. Puis tu m'as dit aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on en parle. Fait que je veux juste savoir pourquoi qu'on en parle aujourd'hui. Fun fact, ça fait plus longtemps que ça que je t'en ai parlé pour une raison particulière. Parce qu'il y en avait un qui s'était ouvert la trappe là-dessus sur Twitch que j'avais pas apprécié son commentaire. Un commentaire déplacé. Mais quand même, depuis le temps qu'on travaille ensemble, je trouve que c'est récent, dans le fond, que tu me l'aies quand même appris. Ouais, mais... Vas-y, je t'écoute. T'avais l'air ben tu sais, je veux dire, ultimement, c'est tellement particulier. Je veux dire, j'en parle
pas tant pour passer pour le gars sensible et tout ça. C'est juste que ça a tellement changé la façon que je vois les choses puis la façon que j'ai grandi comme personne. Je veux dire, sans dire que j'ai des traits d'autisme, parce que ma mère, à chaque fois que je dis ça, elle veut s'arracher les cheveux. Elle dit, t'es pas autiste, t'es normal. Comme, je le sais que j'ai pas les symptômes et tout ça, mais j'ai tellement grandi auprès de ma soeur que j'ai développé un peu les mêmes habitudes, le même style de vie où est-ce que elle, c'est ordonné. Je veux dire, oui, mon père est policier à la retraite, donc c'est sûr qu'il donne quand même je veux pas dire une doctrine, mais une routine assez militaire. C'est assez, elle se lève à telle heure, elle fait ses affaires, c'est correct. Je trouve qu'elle dans son style de vie, elle concorde bien là-dedans. Merci Julien de l'inside. Mais tu sais, ultimement, juste dans mon développement personnel, j'ai tellement vu des choses que je dois ça à la façon que j'ai grandi avec ma soeur. Tu sais, ma soeur, elle vient d'avoir 27, le 30 août. Moi, je vais avoir 28 dans 2 jours. Fait que, tu sais, je veux dire, elle a toujours été dans ma vie. C'est sûr que quand je suis parti à Montréal, ça a fait mal. Ça n'a pas été facile, le 5 ans à Montréal, où est-ce que, tu sais, je veux dire, ça faisait depuis ça faisait 17 ans que j'étais avec, que je ne pas les cohabiter ensemble. Ça n'a pas été facile. Moi, là, je vais en faire cringer quelques-uns, mais c'est parce que ça m'a tellement marqué ce moment-là. Je veux dire, j'étais sur Skype avec mon père, j'étais à Saint-Basile-le-Grand, chez ma tante. Je passe sur Skype. Là, mon père, il me dit qu'est-ce que ta soeur est en train de faire en ce moment? Je dis, ben, qu'est-ce que ma soeur a fait? Elle est allée voir en bas dans ma chambre, puis j'étais là. Parce qu'elle entendait ta voix. Elle n'est pas niaiseuse, cet enfant-là. Elle m'entendait non. sur Skype, puis elle est allée voir si j'étais en Christy ce soir-là. Ouh, ça n'a pas été facile. Oh, ça n'a pas été facile. J'imagine. T'es le grand frère, puis à quelque part, vous avez toujours eu des liens très, très, très étroits. Puis. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je reste. Tu sais, je le dis tout le temps. Ouais, je vais en parler, ça aussi, Julien, c'est maudit bon point que tu me rappelles. Tu sais, je le dis tout le temps, et je suis le grand frère protecteur, mais c'est parce que ma soeur n'a pas de malice. C'est l'enfant qui. Tu sais, je veux dire. Puis ça nous a marqué, ça a fait mal aussi. Elle s'est fait classer dans des classes de colo d'autisme parce qu'elle n'a pas de langage, elle parle pas, donc elle n'a pas d'autonomie de professionnelle, elle ne pourra jamais travailler vu qu'elle n'a pas de communication autre que des expressions verbales, là, des affaires comme ça. C'est plate à dire, mais juste à cause de tout ça, elle s'est fait mettre dans des colos, puis ça nous avait fait mal parce que les colos, c'était de l'automutilation, c'était vraiment pas la classe qu'on voulait voir ma soeur dedans parce qu'elle est tellement docile, elle fait mal à personne. Je veux dire, elle m'a pilé ses pieds une fois et elle s'en fait mal. Fait que, et puis Julien mentionne ça. Écoute, Pierre le mentionne aussi, des gens autistes, c'est tellement des gens intelligents. Je veux dire, c'est quelqu'un, une personne qui va se dédier à sa tâche jusqu'à ce que mort s'en suive. Je veux dire, ça va se mettre sur un projet tant aussi longtemps qu'il n'est pas fini au niveau qu'il voudrait que le projet soit fini. Puis, une des anecdotes, c'est que mon père et moi, on jouait au vieux Super Mario à la NES pour ma soeur. Elle nous donnait la manette, là, puis elle disait, ah ouais, jouer. Puis elle tripait, elle avait du fun. Puis ça, Mario Kart, elle m'a tellement regardé jouer à ça. Elle me donnait la manette que j'ai joué pour elle, c'était quelque chose. Tu sais, elle s'assoyait sur une chaise entre la télé puis le lit où est-ce que nous autres on s'assoyait pour jouer. Elle n'est pas niaiseuse. Elle regarde la TV, elle regarde la manette, regarde la TV, regarde la manette. Un bon moment donné, elle pogne la manette et elle commence à jouer. Mais elle est gauchère, puis en plus, elle n'est pas niaiseuse. Elle se met à jouer, mais elle joue. Puis là, ça me prendrait comme un visuel. Je veux dire, mettons, je prends mon téléphone. Mettons que tu prends la manette de façon générale comme ça. Ben elle la prend comme ça, le fil qui part par en bas. Fait que là, nous autres, on fait comme, voyons, Vicky, tu prends à l'envers. Mais là, 2 minutes plus tard, on allume, nous autres, on fait. Hey, elle n'est pas niaiseuse, cet enfant-là. Elle nous a regardé jouer depuis 5 ans. C'est sûr qu'elle va avoir appris à jouer à l'envers. Elle nous regarde, puis on a la manette à l'envers dans les mains. C'est vrai. Puis j'ai jamais passé ce jeu-là, puis elle me l'a passé d'en face. Sérieux! Sérieux. Comme Pierre il dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, les autistes, c'est des gens intelligents mais incompris. Puis c'est des gens qui connaissent pas ça, l'abandon. Ils connaissent pas ça, la fatigue ou le découragement. Ouais. C'est ça, ils vont continuer à le faire tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé une raison pour plus le faire. Je veux dire, une des choses qui est fou de ma sœur, c'est que, mettons, elle va avoir des bacs de perles.
Puis, ultimement, tu sais, je faisais moi, quand j'étais jeune, mes blocs Lego, là, c'était dans des bacs, puis par couleur, puis les formes, je m'en foutais. Elle, là, les perles, c'est par forme, par couleur et tout. C'est un arc-en-ciel, son affaire, c'est trié militairement, minutieusement et industriellement. Puis t'en tasses une, elle va te regarder avec une face piteuse, puis elle va la remettre. Parce que elle, il faut que ça soit comme ça. C'est le même que c'est. Puis tu sais, quand je disais ça tantôt, que j'avais des traits un peu que je sens, que je me que ma soeur m'inspirait puis que j'ai grandi avec ça, tu sais, Julien le dit. Ouais, j'osais pas je le suis dire. même un peu. Je suis de même un peu dans le sens que quand je vais me mettre sur quelque chose, tu sais, je viens tout le temps que je suis un gars mindé, mais c'est parce que tant et aussi longtemps que je vois pas une raison d'abandonner qui est légitime, qui vaut la peine, ben je vais essayer quand même puis je vais continuer à pousser ça à un niveau où est-ce que je sais que je suis capable d'en donner plus puis de me redépasser. Ça fait que je me book des horaires des fois qui sont assez spectaculaires. L'hiver passé particulièrement, ça avait été quelque chose, ça avait été rock'n'roll, mais j'ai quand même réussi à passer à travers. Puis, c'est juste une question de gestion personnelle, puis d'être fiable à ses responsabilités, puis de prendre des bonnes décisions, puis se fier à ses priorités. Fait que, ouais. De ce côté-là, c'est spécial. C'est quand même. Je veux dire, j'ai grandi avec, puis tu sais, je pourrais te donner des tunes, puis là, je rentrerai pas dans la sensibilité, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, et The Reason Do Best Tank, mettons, qu'elle vient me chercher, puis pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Non, ben c'est sûr, c'est ta petite sœur. Mais je trouve ça cool qu'elle a quand même, elle t'a forgé. Tu sais, il y a bien des caractéristiques aujourd'hui, des qualités que t'as, que tu t'en rends compte, puis t'es as parce que tu l'as côtoyé étroitement, comme tu disais, puis je reprends les mots à moustache molle, tu sais, t'es comme ça, tu t'abandonnes pas, t'es dédié à 150% à tout ce que tu fais, comme elle. Puis c'est pas un défaut, c'est une super de belle qualité. Puis elle a été un exemple pour toi, tu peux le dire. As-tu été un exemple pour toi? Ouais. Oh, et puis je veux dire, un exemple, c'est un exemple de persévérance aussi. Là, je veux dire, je m'en sers en entrevue souvent quand je parle de persévérance. Le meilleur exemple que j'ai eu, c'est ça, l'histoire de Mario Bros, c'est qu'elle abandonne jamais. Tant qu'elle n'a pas une raison de laisser un projet de côté, elle ne le laissera pas de côté. Puis elle va persévérer, puis elle va pousser tant aussi longtemps qu'elle n'a pas une fin à ça. Là. Si elle n'avait pas de fin au jeu, elle aurait continué. Puis on y en a donné d'autres des jeux, puis elle avait peut-être juste pas assez d'intérêt pour se développer à ça. Puis je me suis toujours dit, cet enfant-là, s'il fallait qu'on trouve une tâche, que ce soit une tâche monotone ou une tâche répétitive, mais une tâche qui aurait un moindre intérêt, là, il n'y aurait pas un robot sur la Terre qui serait capable de la battre. Ouais. Est-ce qu'elle te suit un peu dans tes projets, comme le sim racing ou les NHL, cette affaire-là? Est-ce qu'elle va te voir? Est-ce qu'elle va t'écouter? Est-ce qu'elle vous suit un peu, ta famille et toi, là-dedans? Ou c'est vraiment ta passion puis t'es mêlé pas à ça? C'est dur à dire. Je veux dire, c'est ça, j'en parle pas souvent non plus. Ça a l'air drôle à dire. Je m'en vante pas tant souvent que ça. J'en parle. Puis, de ce que j'ai pu comprendre, quand que j'étais à la radio, ma soeur m'écoutait. Elle se rendait compte que c'était moi. Mais tu sais, elle n'a jamais eu non plus un grand intérêt pour la radio, des affaires comme ça. Puis, tu sais, elle va comprendre ce qu'on lui dit, puis ce qu'on lui demande. Mais de là à comprendre un match de hockey, puis tout ça, ça n'a pas d'intérêt pour ça. Je veux dire, c'est dur à dire, mais oui, tu sais, juste l'histoire que je t'ai racontée de mon père tantôt quand on parlait sur Skype puis moi, puis elle est allée voir en bas là, et que c'était venu me chercher dans le sens que elle savait que c'était moi, mais elle comprenait pas que j'étais pas là physiquement. Ouais. Elle pouvait pas comprendre ça, puis tu sais, elle m'entendait ma voix, fait qu'elle allait voir chez mon père, c'était ma chambre au sous-sol, fait qu'elle descendait les marches, puis elle allait piquer en bas, puis elle allait voir, elle disait voyez, j'étais pas là, puis elle comprenait pas. Elle venait s'asseoir ses jambes à mon père en avant de la caméra, puis là, t'avais moi qui broyais comme un con. Oh. Mais elle est pas folle. Elle comprend bien, elle comprend tout, ou presque. Je l'ai dit, je le répète, c'est. Puis, all due respect à toutes les filles que j'ai connues, il n'y en a pas deux plus intelligentes qu'elle. Désolé. Je suis pas d'accord. Il y a un génie dans la famille, Dra. Puis c'est pas Dra. Non, c'est pas moi. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a. Oh, excuse. Non, rapidement, c'est parce que cet enfant-là, avoir eu la chance que les enfants ont aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui au cégep, on a des services adaptés, t'as de l'encadrement pour les TDAH, pour les TED, t'as tellement des services puis de l'encadrement qu'il n'y avait pas. Tu sais, je veux dire, ma mère s'est battue comme une damnée dans les années 90 quand j'étais jeune, d'un recours collectif pour avoir des services. Ça, c'est des camps de jour. On s'entend, c'est de la garderie littéralement, mais aujourd'hui, ils ont tellement de l'encadrement qui font en sorte qu'ils sont capables de se développer à un certain niveau minimum pour avoir un emploi, même si c'est un emploi encadré, un emploi qui est moins, je vais dire, traditionnel, ils sont quand même capables d'avoir une vie et une carrière à travers de ça, chose qui n'était pas possible il y a 20 ans. Puis,
pour moi, c'est une belle chose. Je suis tellement content de voir ces jeunes-là en effervescence et de croire dans leur passion. Mais en même temps, je me dis que si ma soeur avait eu cette chance-là, je serais pas le seul à aller à l'université. Je suis pas mal sûr qu'on aurait été deux et elle m'aurait planté à bien des niveaux. Ouais. C'est vrai que les mentalités s'élèvent, puis aussi les ressources s'élèvent, puis tranquillement pas vite. Peut-être qu'elle a pas eu la chance d'être dans cette cohorte-là, mais tu sais, il y en a d'autres qui vont avoir cette chance-là, puis c'est le fun pour eux autres. Arrêtez de les mettre à part. C'est pour ça. Et je pense que tu peux comprendre qu'en tant qu'enseignant au cégep, quand je reçois une lettre des services adaptés qui me dit que tel étudiant est au service adapté, est inscrit, puis il a le droit à tel service, je vais être le premier à supporter ça, puis à l'encourager, puis à y offrir souvent c'est du temps supplémentaire dans les examens ou des ressources supplémentaires ou des temps de consultation de plus que les autres n'auront pas. Je veux dire, je vais être le premier à être ouvert pour ça, pour les raisons qu'on vient d'énumérer. Ouais, ta compréhension, on dirait qu'elle est un petit peu plus développée peut-être sur le sujet parce que tu as été confronté à ça vraiment personnellement depuis ta tendre enfance. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, une des choses qui est toujours difficile pour moi, c'est... Tu sais, je sais que les internets, c'est les internets, il faut pas que je m'en laisse affecter, mais il y a tellement des gens qui sont ignorants à ce niveau-là, qui vont s'en gâter, puis vont s'en permettre. Puis tu sais, dis un commentaire, dis une joke, je m'en fous un peu. Mais, tu sais, quand tu sais qu'il y a une personne que ça peut affecter, tu sais jamais, en fait, que ça peut affecter quelqu'un de dire des affaires comme ça, ou de dire, mettons, c'est donc bien autiste ce que tu viens de faire. Mais tu sais, ce commentaire-là, oui, ça a l'air bien drôle, ça a l'air bien comique, ça va peut-être relier des traits de personnalité d'une personne autiste, mais tu ne sais jamais les personnes qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que ça peut affecter. Puis moi, chaque fois que j'entends un commentaire de même, peut-être à dire, là, mais je grimpe les rideaux. Là, puis Julien va partir à rire parce qu'il sait que Curtain Climber, c'est mon deuxième surnom. Là, mais c'est le genre de choses qui me font sauter de mes gonds. Puis tu sais, je vais le dire poliment, la première fois, je vais dire, hey, tu sais, ton petit commentaire, garde-le pour toi, il y a du monde qui ça les intéresse pas d'entendre ça. Sauf que si ça abuse, là, je veux dire, j'ai déjà dit des mauvaises choses à des personnes qui voulaient s'en prendre à ma soeur juste dans des centres d'achat, elle était bruyante, le monde se virait de bord, puis faisait des visages, des expressions, genre, ce qu'elle fait là, ben tannante, ben genre, si elle te dérange, là, ouais, c'est crame. Elle est dans son monde à elle, laisse-la vivre. Ouais, c'est vrai. Le monde accepte tellement pas la différence, du moins, ça rend pas compte, mais que ce soit des propos comme tu dis, je sais pas comment dire. Tu sais, on est en 2019, je comprends même pas que ce soit encore d'actualité. Tu m'entends plus? M'entends-tu, Eric? Une deux? Pipi caca poêle? Tu m'as muté. C'est-tu ce qui va clore le live à soir? T'as peut-être plus de batterie? C'est pas mon headset. Bonjour Waka, ça va bien? Oh. C'est pas les batteries? C'est pas les batteries. Moi, je t'entends toujours, en tout cas. Bref, ce que j'étais en train de dire aux gens sur le chat, c'est que j'arrive pas à concevoir... Là, je t'entends sur ton live, okay, là, mais... J'arrive pas à concevoir qu'en 2019, il y a encore des gens qui peuvent avoir ces propos-là, genre « Hey, c'est donc bien autiste, ça. » Ou genre dire, des fois, ils pensent pas, mais genre dire « Ah, ça, c'est un esti plan de nègre. » Hey, tu te rends compte que c'est raciste ce que tu viens de dire, genre? Ou, tu sais, on parle, tu sais, moi, j'essaie de plus le dire, là, mais quand j'étais jeune, tu sais, le mot de tapette, là. Tu sais, on sort dans notre vocabulaire, on a plus le droit de dire ça. On dit stratège africain, on dit devis subsaharien. Mais j'arrive pas à concevoir qu'en 2019, il y a encore des gens qui utilisent ces termes-là alors qu'ils savent très bien que ça dénigre quelqu'un, ça dénigre une communauté, que c'est méchant, que c'est raciste, c'est pas correct, genre. Fait que même que tu sois sur Internet ou en vrai, prends sur toi, on est 9 milliards d'êtres humains sur la Terre, on peut tous accepter tout comme on est, puis dans nos différences. On n'est pas tous pareils, on peut tous s'aimer comme on est. C'est un exemple, Martel. Je pense que si quelqu'un reporte ça alors que c'était très bien un exemple, il est pire que moi. Là, Eric doit avoir encore un délai, là. C'est correct? Moi, c'est pas super. Ben, vu qu'on a des problèmes de son, je vais en profiter pour closer ça, je pense. T'avais-tu autre chose à ajouter ce soir? Non, écoute, ça fait le tour. Je veux dire, on a couvert une panoplie de sujets, puis, tu sais, je pourrais en parler pendant des heures de tout ce que j'ai fait, toutes les expériences que j'ai vécues, puis je voulais pas en faire un CV non plus. Là. Je voulais littéralement que je partage un peu ma passion, puis je pense que c'est la chose que je fais au quotidien, partager ma passion que j'ai, autant en enseignement qu'en description. Puis, non, il y a des beaux projets qui s'en viennent, puis tu sais, je veux dire, et de certaine façon, j'ai hâte de voir ce que l'avenir va me réserver, puis je te remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli, je trouve que c'est une super de belle initiative aussi. Tu sais, ça fait un bout qu'on se connaît, mais je sais que tes podcasts, ça avançait bien, puis je suis quand même content que tu m'aies offert l'opportunité de venir présenter un peu ce que je fais au quotidien, puis dans mes passions également.
Ouais, je pense que c'est la possibilité même d'avoir un deuxième podcast. Il me semble que je t'aurais écouté encore 1 heure et demie parler, mais j'aime ça quand c'est splitté en plusieurs soirées pour pas tout avoir le contenu le même soir. T'es vraiment une personne passionnante, fait que on va garder ça pour un autre soir. Ça te tente-tu? Tu me fais penser, on a quand même aussi un autre projet qui s'en vient avec autant le Cégep Limoilou, les ateliers de sport électronique, que tu vas faire partie avec Oui. les ateliers de streaming. Donc ça, c'est le 2 puis le 9. Donc, belle petite parenthèse qu'on peut ouvrir là-dessus sur ce qui s'en vient pour petit projet qu'on a mis sur place. Autant le e-sports à Limoilou qui ouvre ses portes à la LCE, mais en même temps dans le récréatif que j'ai pris en charge. On va avoir une belle présence d'une streameuse professionnelle québécoise qui a pris sa carrière en main dans les prochains mois, qui va avoir la chance de venir parler de sa passion aussi, goûter un peu à ce que je fais au quotidien. Puis aussi, j'invite les gens, si jamais ça vous intéresse, le prochain tournoi de la LHEQ, la Ligue électronique de hockey du Québec, dont les deux on fait partie, en fond, de l'organisation bénévole. Prochain tournoi va avoir lieu la fin de semaine du Comic-Con de Québec, au Comic-Con de Québec, donc le 12 et le 13 octobre, si je me trompe pas. Donc c'est des tournois de hockey NHL, ça va être sur le 2020 au lieu du 2019. Console NHL sur PlayStation, Xbox. Est-ce que ça va être un 1v1 puis un 2v2? Il va y avoir les deux catégories, un samedi puis un dimanche, right? Oui, le 2v2 le samedi, je pense que c'est 60 équipes, 120 joueurs maximum, puis le 1v1 c'est 30 joueurs maximum le dimanche. Fait que je pense que les inscriptions sont pas encore complètes. Bref, faites vite, s'il y a quelque chose, allez voir la chaîne, pas la chaîne Twitch, pardon, Facebook de la LHEQ. Il va avoir les dates au complet, l'information au complet. Puis n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, on va être en direct du Comic-Con pour casser les finales, puis faire la diffusion sur le Twitch. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Ouais, avec le délai, on se croirait aux nouvelles, je suis d'accord, moi aussi, genre on a comme 3 secondes, puis là, ouais, c'est bien reçu, monsieur Mongrain. Fait que c'était pas mal ça pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là, les gens sur le chat, et merci aussi à Eric qui nous a partagé toutes ses passions ce soir, puis tout son vécu, même son petit témoignage de sa sœur. Ça a été, je pense, mon moment préféré, vraiment. J'espère qu'on va remettre ça. Est-ce qu'il y a une place que les gens ils peuvent te suivre, ou peut-être, genre, tu sais, t'as-tu une chaîne Twitch, YouTube, t'as-tu une place où les gens qui sont passionnés par ce que tu fais, ils peuvent te suivre? C'est sûr que la page Facebook et la chaîne YouTube de SFTV, ça va être l'endroit principal pour le sim racing. La description des courses. On commence d'ailleurs la première de la saison mercredi 20h30 sur la chaîne YouTube. Et je pense qu'on va le faire en Facebook Live aussi. Donc on a cette expérience-là qu'on va tenter. Sur ma chaîne Twitch, je ne stream pas souvent. Twitch.tv/DRA_077. Principalement, c'est des courses de sim racing. J'en fais pas souvent, malheureusement, parce que ça demande tellement de concentration de courser, puis d'être entertaining en même temps. Ceux qui réussissent à le faire, les streamers d'iRacing principalement, je parle de Matt Malone, Jimmy Broadbent, vont chercher des 400-500 viewers, mais c'est des gars qui, poliment, s'en foutent un peu du résultat de leur course, puis ils vont juste se concentrer à être entertaining, puis à offrir un beau spectacle. Fait que c'est le genre de choses que moi, je suis tellement craqué dans ce que je fais que si je pour scraper ma course, je vais m'en vouloir. Que ça m'est déjà arrivé malheureusement que j'ai perdu une course à cause d'un bug de son qui est arrivé sur Twitch. Fait que ça avait un petit peu scrappé ma soirée puis ma motivation pour streamer. Mais tu sais, les matchs de la NACL vont revenir sur SFTV aussi. La LHEQ, évidemment, aussitôt qu'on a des tournois, je vais être à la description de la majorité de ces événements-là. Puis sinon, je me tiens quand même assez souvent sur Twitch. Pas trop difficile à rejoindre, mais ultimement, je me maintiens en termes de diffusion en ligne seulement à la description des matchs. Puis si jamais je fais un stream de temps en temps, les faire un tour, ça va faire plaisir. Exact, puis Moustacheman nous précise aussi, n'hésitez pas à suivre la LCE, la Ligue des Cyberespoirs. On va être en direct sur Twitch à partir de comme la semaine prochaine, genre 4 jours par semaine. Fait que on va être là. Puis c'est pas mal tout. Merci beaucoup d'avoir été là, les gens. Merci de votre présence, de votre participation. Merci encore infiniment à Eric. Et je vous souhaite une bonne fête de soirée. Et j'invite les gens sur YouTube et Balado Québec à laisser un petit pouce par en haut, des commentaires positifs ou constructifs. Puis on se revoit lundi prochain pour un autre moment Little Talk. Bonne soirée!